Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live qui s'intitule Tout savoir sur le CRPE 2021. C'est peut-être un peu ambitieux, mais voilà, l'idée de ce live, c'est de vous faire un point sur tout ce que vous devez savoir pour pouvoir bien vous lancer dans le concours et, hop, pour pouvoir vous inscrire sereinement à ce concours. Je répondrai bien entendu à toutes vos questions. À côté de moi, il y a Mélina qui travaille aussi chez Objectif CRPE et qui répondra dans le chat si je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Avant de commencer, le temps que tout le monde arrive, je vais me présenter. Je suis Margot Valec, je suis responsable de formation chez Objectif CRPE. Ça fait maintenant presque 4 ans que je m'occupe de la prépa et que du coup, j'accompagne chaque année des centaines de candidats au CRPE. Donc voilà, j'ai une bonne expérience du concours, des modalités, des questions que vous vous posez tous. Et donc voilà, j'espère que je vous donnerai des chouettes informations. Qu'est-ce qu'on va regarder ensemble? Hop. Bonjour Mathilde, coucou, merci d'être là. Donc salut à tous ceux qui me rejoignent et qui me regardent en replay. Déjà, petite précision, parce que pour certains, on ne le sait pas forcément, mais qu'est-ce que c'est que le CRPE? C'est un concours de recrutement des professeurs des écoles. C'est ça les initiales, en fait c'est un acronyme. Et l'idée, c'est que c'est le concours qu'on doit passer en France pour pouvoir enseigner de la maternelle à l'élémentaire dans l'enseignement sous contrat. Donc je précise bien, ça c'est important. Vous ne pouvez pas enseigner à ces niveaux-là en tant que titulaire. Après, il y a d'autres modalités, mais si vous voulez être titularisé, vous devez passer le concours. C'est un concours de la fonction publique qui recrute chaque année environ 10 000 nouveaux professeurs des écoles et qui sont répartis dans 32 académies sur tout le territoire. Les modalités du concours sont définies au niveau national, mais le recrutement se fait au niveau académique. J'y viendrai après. Et enfin, le format du CRPE est défini depuis 2013. Ça, c'était la petite introduction pour que vous sachiez tous un peu ce qu'est le CRPE exactement et qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et pour te répondre, Julie, combien de temps durera le live? Ça dépendra de vos questions. A priori, avec moi, ça dure environ 1 heure. Voilà, j'essaye de faire court. Je sais que vous avez tous des vies bien chargées. Voilà, je vais essayer d'aller direct aux informations essentielles. Et j'ai même des personnes de Tahiti, trop chouette. Salut Inanui. Bienvenue à toi. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder un peu les modalités d'inscription au CRPE. C'est en ce moment, donc c'est le moment de répondre à vos questions. J'ai fait un live à ce sujet il y a 2 semaines pour le lancement des inscriptions que je vous invite à regarder si vous avez des questions très précises sur Cyclades. Là, je passerai vraiment en revue plutôt les choix essentiels. Voilà, je répondrai quand même à quelques questions, mais j'irai pas dans le technique de Cyclades. On va parler de la réforme du concours. Je sais que c'est un sujet qui vous stresse beaucoup, donc on va parler un peu ensemble de ce que l'on sait, de ce que l'on ne sait pas aujourd'hui, des épreuves du CRPE que je vais bien sûr définir une par une en vous donnant des petits conseils, et après en vous donnant des conseils de préparation et en vous expliquant ce que c'est, et enfin des conseils pour bien se préparer. C'est la dernière partie, voilà, comment gérer son année, sa semaine, comment s'entraîner, faire un bon entraînement et comment s'entourer. Voilà ce qu'on va faire et on a même des gens de Mayotte, vraiment partout en France. Salut Laetitia, ça fait plaisir de te voir dans le chat. Alors, donc n'hésitez pas, si vous voulez ne prenez pas de notes, il y a la fiche du live qui est téléchargeable, c'est mon support. Donc voilà, comme ça vous évite, ça vous embête ça vous évite de prendre des notes et au moins vous m'écoutez et vous pouvez poser vos questions. Alors, on va commencer par les différentes voies d'accès. Déjà, je veux bien pour voir un peu qui est là, que vous me dites dans le chat. Vous me disiez dans le chat, pardon. Si vous vous êtes décidé à passer, si vous êtes déjà inscrit aussi, ça m'aiderait un peu à voir à quel niveau vous êtes et si vous voulez le passer en 2021 ou peut-être plus tard. Alors, déjà, il faut savoir qu'il existe au CRPE, on dit le CRPE, mais il existe en fait plusieurs concours. En fait, ce sont plusieurs voies d'accès puisque ce sont les mêmes épreuves et les mêmes jurys, seules les conditions d'éligibilité vont changer. Donc on a le premier concours qu'on appelle, qui est le concours externe. En gros, il faut pour pouvoir le passer, avoir un M1 détenu ou en cours d'obtention. Attention, il faudra le justifier à la fin de l'année, pardon, j'ai frotté mon cou. Il existe une dérogation si vous avez 3 enfants ou plus, ou si vous êtes sportif
de haut niveau. Ça, c'est pour le concours externe, celui qui est le plus passé. Ensuite, il y a le troisième concours. Le troisième concours s'adresse aux personnes qui ont 5 ans d'expérience professionnelle dans le secteur privé. Ça peut être n'importe quelle activité dans le secteur privé. Et donc là, il va falloir donner des fiches de paye, des contrats de travail pour prouver de ces activités. Et c'est un concours où il n'y a pas de conditions de diplôme. Nous avons ensuite les concours internes. Les concours internes, il y en a 2. Le premier, je vais passer rapidement. Aujourd'hui, presque personne ne le passe. Il s'agit d'un concours qui permettait, et c'est d'ailleurs un concours différent, aux instituteurs titulaires. En gros, les instituteurs, c'était le corps des professeurs avant 1989. Aujourd'hui, ils ont changé de statut. Ce sont des professeurs des écoles. Avant, ce sont des instituteurs. Même si on continue à utiliser cette dénomination, eh bien, ce n'est plus le terme à employer. Vous l'apprendrez pour les élèves d'Objectif CRPE la semaine prochaine, dans 2 semaines, avec le cours d'histoire du système éducatif de Patrick. Mais voilà, donc ce corps des instituteurs, s'ils veulent acquérir le statut de professeur des écoles, ils doivent passer un concours. J'en parle pas parce que c'est des épreuves différentes. Et enfin, le second concours interne, important aussi, c'est un concours, on a beaucoup d'étudiants nous aussi, où il faut avoir 3 ans d'expérience dans un service public. Ces 3 ans d'expérience doivent avoir lieu dans les 6 dernières années. Et un niveau scolaire équivalent au moins à la licence. Voilà pour ces 3 concours, ces 4 différentes voies. Donc je vous l'ai dit, les mêmes épreuves, les mêmes jurys, le nombre de postes disponibles et de candidats diffèrent. Le concours externe, donc celui de premier là avec le M1, vous avez vu 9 600 postes, 28 000 candidats présents, troisième concours 695, 3 400. J'aurais pu le mettre à jour avec 2020, je l'ai mis pour la suite. Donc ça, c'est vraiment, donc voilà ce qu'il faut faire. Vous pouvez vous inscrire à plusieurs concours. Il y en a énormément d'entre vous qui sont éligibles. Et la question à 100 000 francs, c'est qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse. Ce que je peux vous dire, c'est que chez nous, on a un taux de réussite équivalent entre le premier, le troisième, le second. Voilà, les taux de réussite sont pareils, ce qui pour moi prouve qu'à partir du moment où vous êtes bien préparé et motivé, n'importe la voie, c'est possible. On s'effraie souvent d'un peu de nombre de postes pour le troisième concours, ce qui est vrai pour certaines académies où de toute façon il n'a même pas lieu, mais pour certaines, voilà, où il y a très peu de postes. J'ai vu bon nombre de candidats réussir à choper un des 2-3 postes en lice. Comme le dit Laetitia dans le chat, il y a une petite différence sur le troisième concours, c'est qu'il permet d'avoir une certaine reprise de l'ancienneté. Vous allez rentrer dans la fonction publique, donc vos salaires vont être indexés sur votre ancienneté. Et le troisième concours est le seul où on a le droit de, où il y a la possibilité de reprendre certaines de ces années et pour obtenir une bonification salariale. C'est pas l'intégralité, mais c'est certain. Pour les autres concours, ce n'est pas possible à part pour votre ancienneté dans le secteur public. Je vais juste remettre ça parce que j'ai peur que ça frotte et que vous entendiez pas très bien. Hop, voilà, normalement là, ça devrait mieux se passer. Et en même temps, je vais en profiter pour regarder dans le chat ce qu'il se passe. Donc, il y a des inscrits, des nouveaux inscrits. Galia qui vient d'arriver chez nous. Salut. Galia, Béa aussi, toute jeune inscrite. Je suis ravie de vous retrouver parmi nous. Alors. Et donc, Séverine me dit, je suis professeure dans l'enseignement agricole privé, en français, histoire géo, et je ne sais pas à quel concours je peux avoir accès. Alors, si tu as, Séverine, sous contrat de droit public, donc parce que dans l'enseignement privé, on est sous contrat de droit public, tu vas pouvoir faire valoir ton ancienneté normalement dans toutes les voies. Mais c'est ça qui va changer. Amadouche, Mélisa, est-ce qu'on peut parler de l'enseignement privé? On va en parler juste après. Donc, voilà pour les différentes voies. Donc, la priorité pour vous. Il y en a beaucoup qui sont déjà inscrits, mais vous devez vérifier votre éligibilité. Donc, l'idée, c'est que vraiment, vous devez prouver votre éligibilité. A priori, c'est à date des résultats d'admissibilité. Certaines académies vont vous demander, c'est nouveau, de fournir des documents un peu en amont. Ça serait indiqué sur Cyclades, exactement. Ça va être indiqué la date selon votre académie. Il y en a qui vont vous le demander de l'envoyer de façon dématérialisée, d'autres par voie postable. Commencez à vérifier dès maintenant votre éligibilité. Bah là, vraiment, on y est, parce qu'il vous reste plus que 2 semaines pour vous inscrire. Attention, il n'y a pas de négociation. C'est pas parce que j'ai un niveau Bac+2 que vous pouvez passer le niveau licence. Ce n'est pas parce que vous avez 4 ans et demi que ça va passer, voilà. Mais par contre, à date des résultats d'admissibilité, c'est-à-dire que si là, il vous reste 3 mois de travail dans le secteur privé pour atteindre les 5 ans et que vous travaillez dans les 3 prochains mois, ça fonctionne. OK ?
Et donc effectivement, petite précision, parce que je vois qu'il y a des gens de Mayotte, le concours de Mayotte est différent du concours pour toutes les autres académies. Je ne vais pas en parler, ce ne sont pas les mêmes épreuves. Il y a des épreuves similaires, mais il y a des épreuves différentes. Donc voilà pour ça. Alors, on va parler du CRPE public ou privé. Je ne vais pas commenter chacune de vos situations pour ceux qui ont des situations particulières. Je pense à Julie qui me dit, en tant qu'animatrice périscolaire, fais partie d'un service public, tu es rattaché à une mairie. Ça va dépendre par exemple de ton contrat, donc elle me demande ce que c'est. Si tu n'es pas sûr de toi, il faut que tu saches un peu sous quel régime de contrat tu es. Tu peux toujours, moi je vais répondre à vos questions, mais quand vous avez des doutes et pour les situations particulières, la voie royale, c'est de demander au service du concours de votre académie. C'est eux la voie officielle, ok? Moi, je vous réponds par mon expérience parce que j'ai fait beaucoup de recherches un peu partout et que j'ai déjà été en contact avec des académies sur des points précis pour les étudiants. Mais si vous avez des doutes, c'est eux la voie royale à contacter, ok? Donc voilà, petite précision. Alors, on va parler maintenant, on va maintenant parler du CRPE public ou privé. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, vous allez choisir deux voies. Si vous voulez travailler dans les écoles publiques sous contrat, bon, de toute façon, publiques, elles sont toutes sous contrat, ou si vous souhaitez travailler dans une école privée sous contrat, bien sûr, d'association avec l'État. C'est-à-dire que les programmes sont définis par l'État, c'est l'État, votre employeur, qui vous rémunère, mais vous êtes dans un enseignement privé. Et donc, c'est un choix qui se fait à l'inscription. Donc là, en ce moment, vous pouvez choisir. Vous pouvez vous inscrire aux deux et choisir le jour J. Attention, quand on a choisi, on y reste, il n'y a pas de passerelle. Si vous avez votre CRPE privé, ça s'appelle d'ailleurs un autre nom, le certificat, je ne sais plus exactement, vous ne pourrez pas travailler dans les écoles publiques. C'est hyper important. Si vous avez le CRPE public, potentiellement peut y avoir, c'est possible, mais ce n'est pas du tout garanti, vous pourrez peut-être travailler dans le privé. Mais donc c'est un choix à faire, c'est un choix engageant. Ce sont les mêmes épreuves, presque les mêmes jurys. Il y a juste des représentants de l'enseignement privé en plus dans les jurys des oraux pour le CRPE privé. Et le nombre de places offertes est évidemment très différent, hein. On le voit, on avait 1070 postes en 2020, 12 000 pour le public. C'est normal, il y a aussi beaucoup moins d'écoles privées sous contrat que d'écoles publiques sous contrat. Le taux de réussite, vous voyez, il y a une légère différence du coup, mais pas non plus énorme parce qu'il y a moins de contrats, il y a moins de candidats dans le secteur privé. Attention, il y a une démarche supplémentaire à ajouter dans le secteur privé, puisque c'est un peu particulier. En fait, vous allez être donc sous contrat avec l'État, mais ce sont les représentants de l'enseignement privé qui vont en gros vous recruter. Et donc ce préaccord collégial, il consiste en déposer un dossier auprès des services de l'enseignement privé sous contrat de votre académie. Solliciter du coup, ensuite vous aurez un entretien. Et vous allez avoir un entretien, ils vont poser des questions sur votre motivation, ce genre d'éléments, et ils vous donneront après l'accord ou non pour le préaccord collégial. Ça veut dire que si vous l'avez, ils vous garantissent que si vous avez le concours, vous aurez un poste dans l'académie. Si vous n'obtenez pas ce préaccord, vous ne pourrez pas avoir de poste. Ok? Donc vous ne pourrez pas passer le concours. Si vous l'obtenez, ils s'engagent à vous donner un poste. Donc c'est hyper important, c'est une démarche pour tous ceux qui veulent passer dans le privé qu'il faut engager dès maintenant. Officiellement, normalement, vous auriez dû le faire avant de vous inscrire. Maintenant, je vous le dis officieusement, les préaccords collégiales, les rendez-vous ont lieu toute l'année. Mais n'oubliez pas de le faire et il peut y avoir des refus. C'est très rare, ça peut arriver. Dans ce cas-là, si vous hésitez entre les deux, inscrivez-vous au public et privé pour qu'en cas de refus, vous puissiez vous rebasculer sur le public. Parce que si vous êtes inscrit qu'au CRPE privé et que vous n'avez pas le préaccord, c'est fini pour vous. Et donc, qu'est-ce que ça change? Vous allez me dire, c'est vraiment un choix personnel. Dans l'enseignement privé, on n'est pas dans les mêmes conditions de travail. Il y a un environnement qui, pour la plupart du temps, a un rapport à la religion, donc il y a un rapport aux valeurs, à l'ambiance de travail. Et là, ça n'importe qu'à vous, en fait, de vraiment savoir ce que vous souhaitez pour votre futur emploi. On me demande s'il y a des différences de salaire. Non, le salaire est le même. Vous n'êtes pas fonctionnaire, vous êtes sous contrat de droit public, mais les conditions sont à peu près les mêmes pour l'un ou pour l'autre. Qu'est-ce que je peux dire dans l'affectation? Beaucoup de questions parce que effectivement, ce n'est pas exactement la même chose quand on est dans le public. J'y viendrai plus tard, mais l'affectation sur un poste se fait en fonction de votre classement en concours. Donc, vous faites des vœux de département ordonnés dans votre académie. Le premier,
on regarde son vœu. Donc, s'il a pris, je sais pas, par exemple, à Créteil-Saint-Denis, qui a un poste à Saint-Denis, on lui donne. Le deuxième, s'il a redemandé Saint-Denis, il reste un poste à Saint-Denis, on lui donne. Le troisième, s'il a demandé Saint-Denis, la Seine-Saint-Denis, pardon, qui a plus de poste, on lui donne son deuxième choix. Et ainsi de suite. Ça, c'est dans le public, parce qu'il y a énormément de postes en jeu, c'est comme ça qu'ils gèrent. Dans le privé, c'est à peu près la même chose. Vous faites des vœux, là, vous pouvez faire des vœux en fonction de votre domicile et des vœux de niveau, et ils essayent de vous mettre pareil en fonction du classement. Ils vont vous placer au fur et à mesure. Comme il y a moins de volume à gérer, c'est un peu plus facile pour eux de faire au cas par cas, mais attention, on n'est pas du tout quand même dans là, ça ne garantit pas parce que vous êtes dans le privé que vous allez avoir quelque chose juste à côté de chez vous et ce que vous souhaitez. Je dis ça parce que c'est une demande qui revient très souvent. Voilà pour la différence. Donc c'est un choix. Honnêtement, il faut que vous vous renseigniez auprès d'enseignants dans le public, dans le privé si vous hésitez. C'est vraiment un cadre de vie que vous devez choisir. Voilà pour ça. Et donc le préaccord collégial, il faut que vous contactiez, vous tapez service enseignement privé Académie Rouen par exemple. Vous allez voir, il y aura parfois, vous mettez même préaccord collégial à Académie de Rouen. Il y a parfois des formulaires en ligne sur certaines académies. Pour d'autres, ils vont vous demander d'envoyer un dossier à une adresse postale. Vous aurez toutes les informations. Donc il faut trouver le contact, ça c'est à vous de le faire, et ensuite les contacter du coup pour avoir la démarche sur votre académie, ça va différer. Ok? Je regarde s'il y a d'autres questions. Mélina répond à la plupart, donc c'est cool. Voilà. Alors, on va parler maintenant des académies, qui est l'autre question importante. Donc, les académies... Pardon, excusez-moi, je lisais la question de Justine qui me dit « Quand connaissons-nous le nombre de postes ouverts au concours dans notre académie ?» Eh bien, ça peut être jusqu'à la veille des épreuves, ça va être en cours d'année. Pour tout vous dire, en 2019, c'était le samedi, les épreuves le lundi, et l'année dernière, c'est tombé en février. Voilà, donc c'est variable. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un concours défini au niveau national. Vous êtes tous sur le même tableau, à part pour l'Académie de Mayotte. Et par contre, c'est un recrutement académique. Donc, vous allez choisir une académie. Une académie, c'est un découpage administratif qui est entre le département et la région, on va dire. Et enfin, c'est au-dessus du département, mais ça ne regroupe pas exactement, ça colle pas aux régions. Il y en a 32 aujourd'hui. Et donc, il y a des taux de réussite très variables. L'année dernière, j'y reviendrai, il y a des académies plus ou moins faciles. Voilà, on a eu 14% à Toulouse, 80,88% d'admis à Versailles. Pourquoi une telle différence? Eh bien, c'est en fait un rapport du nombre de postes sur le nombre de candidats. Versailles, académie extrêmement dense, région parisienne, beaucoup d'écoles, beaucoup de recrutements en poste, mais aussi en proportion moins de candidats. Il y a un coût de la vie et une qualité de vie qui est peut-être moins intéressant à Versailles que sur l'Académie de Toulouse. Et donc en proportion, bah voilà, ils sont obligés de prendre plus de monde et donc des taux de réussite beaucoup plus forts. Mais c'est un choix, comme je viens de vous le dire, engageant parce que c'est votre lieu de vie qui va être défini. En effet, on ne change pas d'académie. Comme ça, quand vous êtes recruté, vous allez y rester pendant de longues années et vous pouvez tout à fait demander des mutations. C'est possible, mais je vous préviens tout de suite, c'est compliqué. Et pour passer de Versailles à Toulouse, pour faire le plus extrême, il va falloir attendre très très longtemps, voire ça n'arrivera pas. Parce que évidemment, tout le monde veut par exemple Toulouse, il y a peu de postes et donc c'est difficile. Donc c'est un choix engageant sur lequel je ne peux pas vous conseiller, c'est un choix de vie. Où est-ce que vous vous projetez de vivre et c'est important. Donc il faut que vous positionnez là-dessus, que vous réfléchissiez sérieusement à ce que vous voulez faire. Alors, quand est-ce que je dois choisir? Vous pouvez vous inscrire à toutes les académies si vous le souhaitez. Vous pouvez faire autant d'inscriptions que d'académies, comme vous inscrire au public privé pour toutes les académies. Ça, il n'y a pas de problème. À chaque fois, ce sera une inscription à faire sur Cyclades. Et vous choisirez le jour J comment vous vous rendrez à telle ou telle académie. En effet, les épreuves ont lieu le même jour à la même heure. Vous n'avez pas le don d'ubiquité. Donc, vous vous rendrez à Toulouse plutôt qu'à Versailles ou le contraire. Voilà comment ça se passe concrètement pour les académies. Ensuite, vous allez faire, comme je vous l'ai dit, des vœux de département au sein de l'académie et en fonction de votre classement, vous allez être affecté dans votre premier, deuxième, troisième ou quatrième choix. Il faut bien être conscient que vous pouvez être affecté dans toute l'académie.
Ok? Donc pour une académie dite facile comme Versailles, oui certes, mais si vous êtes mal classé, vous pouvez avoir votre dernier choix et parfois ça peut indiquer que 3 heures de route, 2 heures de route à se faire matin et soir et du coup vous renoncez au concours. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises. J'ai des retours d'expérience comme ça. Donc pour vous dire, ça c'est les chiffres 2020 qui sont sortis il y a 2 semaines. Donc voilà, les plus sélectives. Alors le troisième concours, ça fait peur parce que je vous ai dit, vous voyez, c'est des stades beaucoup plus faibles parce que on n'est pas sur le même profil de candidats. Dans le concours externe, faut pas oublier qu'on a tous les candidats qui ont un niveau master et tous ceux qui sont passés par la voie MEF, alors que dans le troisième, on n'est que sur des personnes qui n'ont pas ce niveau-là justement. Et donc voilà, moi quand je vous le dis, chez nous, il y a vraiment le même taux de réussite entre le troisième et le premier sur les académies au global. Donc ça prouve bien que quand on est vraiment bien préparé, on peut le faire. Alors, je répondrai aux questions sur la réforme, Valérie, un peu plus tard. Salut Valérie, ça fait plaisir de te voir. Alice me demande, est-ce que le fait d'avoir des enfants et un conjoint dans la fonction publique est pris en compte pour l'affectation d'un poste? Non. Pour l'affectation, la première année, c'est vraiment le classement. Pour les années d'après, tu pourras demander le mouvement, ce qu'on appelle, de changer de département. Et là, la vie familiale est prise en compte. Et donc voilà pour les moins sélectives, entre guillemets. Voilà pour ces taux-là. Donc ça, tous ces chiffres sont disponibles sur Devenir enseignant. Et Chachou me dit, comment peut-on se renseigner sur la facilité à avoir ses vœux acceptés sur notre académie? C'est impossible en fait, puisque ça dépend de ce que vous choisissez et du classement. En gros, les vœux, ça dépend de ce que vous souhaitez, et donc c'est pas possible d'avoir plus d'informations là-dessus. Voilà. Je vais faire un petit mot sur la session complémentaire, ou peut-être en fait qui s'appelle supplémentaire, pardon. Depuis, on l'a vu, donc ces académies, Créteil, Versailles, grosses académies ont du mal à recruter et donc sont obligées depuis quelques années, 2015 pour Créteil, 2018 pour Versailles, d'organiser des sessions supplémentaires parce qu'elles n'ont pas assez de personnes avec un niveau suffisant pour le premier passage. Donc l'annonce est faite à peu près au mois de janvier. Les inscriptions ont lieu entre février et mars quand c'est validé. Ce sont les mêmes épreuves d'admissibilité, mais avec des sujets différents, et ça a lieu environ 2 semaines après. Vous pouvez tout à fait passer votre concours dans n'importe quelle académie et passer une de ces supplémentaires. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je vais même aller plus loin. Les épreuves écrites peuvent être passées dans certaines autres académies. Par exemple, Nantes organise la session supplémentaire de Créteil, donc vous passez l'écrit à Nantes. Par contre, pour les oraux qui ont lieu début juillet, là, il faudra venir à Créteil ou Versailles. Les résultats sont diffusés après le passage des sessions normales. Ok? Du coup, le taux de réussite est beaucoup plus faible. Hein, c'est pas 80%, on est plutôt autour de 30%. Il y a plus de candidats, il y a beaucoup moins de postes. On va parler de la réforme. Je regarde s'il y a des petites questions. Alors, l'Académie de Lyon, Aurélie, tu n'as pas vu, je n'ai pas tout mis. Tu peux regarder si tu tapes résultats CRPE 2020, tu trouveras tout. Erwan me demande, peut-on reporter l'année de titularisation si on accouche après l'admission? Il y a quelques conditions très strictes pour reporter son année de, pas de titularisation, mais de stage. Et le congé parental en fait partie. Voilà. Donc tu pourras le retrouver, Erwan, vous pourrez retrouver sur Devenir enseignant, il y a marqué. Alors, on va parler de la réforme. Je sais qu'il y a plein d'infos là-dessus. Donc pour ceux qui me demandent s'ils pourront le regarder en replay, ce live sera bien sûr en replay sur notre page. Je vous invite à rester avec moi là pour tout vous dire ce que vous avez raté. Je suis passée sur toutes les conditions d'éligibilité au concours, l'académie, le public privé, mais il me reste encore quand même toutes les épreuves, la point sur la réforme et des petits conseils de préparation. Donc ne vous inquiétez pas, et ceux qui étaient inscrits, vous recevrez demain le lien du replay par mail. Voilà. Sinon, il sera sur la page. Alors, important, et en plus il y a des rumeurs en ce moment, donc on va en parler. Depuis 2018, si je suis bien exacte, a été actée une réforme de la formation et du recrutement des enseignants. Donc l'idée, c'était que le ministère de l'Éducation nationale voulait reprendre en main la formation des enseignants en harmonisant notamment les maquettes à l'échelle nationale. Avant, c'était par INSPE, là on veut le reprendre à l'échelle nationale. Refondre le master pour avoir une plus grande professionnalisation avec notamment le développement de l'alternance qui va être acté, qui va commencer, et en
avec ce dispositif qui permet, dès la licence, pour certains étudiants, d'accéder déjà à de la prise de poste en alternance. Ça, c'est sur la formation des enseignants. Ça a bien avancé. Les nouvelles maquettes commencent dès le mois de septembre de cette année et le dispositif est en vigueur depuis l'année dernière. Et voilà, pour cela, les INSPE ont été créés à la place des SP. Sur la sélection des enseignants, on a une réforme du concours qui va être actée pour 2022, l'année prochaine. Ça ne concerne pas cette année. Donc, important, on ne connaît pas aujourd'hui la nature des futures épreuves. Il y a eu un document qui a fuité l'année dernière suite à une réunion de travail. Ce n'est pas acté, ok? Il n'y a aucune information officielle qui est sortie. Il y a des rumeurs, il y a des bruits de couloir, il y a eu des concertations entre les INSPE avec des professeurs, des choses comme ça. Il y a eu, mais aujourd'hui, au stade actuel, c'est entre les mains des cabinets ministériels qui sont en train de définir les contours de la réforme et qui choisiront, in fine, quelles vont être les épreuves. Donc ça, c'est important de le rappeler. Rien n'est acté. Je peux vous le dire parce que nous, nos locaux sont au rez-de-chaussée, les INSPE sont à l'étage du dessus. Et voilà, enfin, vraiment, là, en ce moment, c'est dans les mains des cabinets. Ils nous l'ont reprécisé. Donc, voici ce qui a fuité. Encore une fois, ça a fuité. Ce n'est pas acté. Il y aurait toujours 2 épreuves écrites, 2 épreuves orales, une épreuve académique de français et mathématiques, avec une note éliminatoire, et une épreuve professionnelle avec un dossier où on devra proposer une démarche d'apprentissage. Enfin, 2 épreuves orales, une sorte d'entretien de motivation et un rappel un peu des valeurs, et une épreuve de conception et d'animation d'une séance, un peu comme le dossier, mais au tirage au sort. Donc, ça, ce sont des pistes. Encore une fois, ce n'est pas ce qui a été acté. Donc, j'attire votre attention là-dessus. J'y tiens parce que je vois tellement de rumeurs passer et de gens qui affirment des choses alors que je vous jure que personne ne le sait là. Même Blanquer n'a pas la version définitive. Ce qui est sûr, ce qui a été annoncé sur devenir enseignant, c'est que les épreuves auront lieu à la fin du Master 2 MEF. Donc ça ne sera plus à la fin du Master 1. On ne sait pas si, même si on présume fortement que du coup le Master 2 sera exigé pour tout le monde, c'est ce qu'on pense, mais on ne sait pas encore si ça sera le cas pour les candidats libres, on ne sait pas. On n'a pas parlé, ils n'ont évoqué à aucun moment la place du 3e concours, la place de la dérogation de 3 enfants. Je tiens à vous dire que ces dispositions ne sont pas uniquement pour le CRPE, elles concernent énormément de concours de la fonction publique, ça m'étonnerait qu'ils les suppriment juste pour le CRPE, ça me semble même voire impossible, donc il faudrait qu'il y ait du remaniement là-dedans. C'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure totalement, mais aujourd'hui, rien n'indique qu'on va vers ça, et qui plus est, dans le rapport qui a guidé cette réforme, qui est le rapport Ponzo-Saint-Giron que j'ai lu en entier, ils parlent énormément des candidats libres et des secondes carrières. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, ça représente, vous représentez pour tous ceux qui sont là, nous c'est 90% de nos étudiants, donc on est très vigilants sur cela, ça représente 40% des lauréats du CRPE, 60% pour le CAPES. Donc c'est vraiment un volume hyper important, ils ne peuvent pas s'en passer, ils n'arrivent pas à recruter. Vous pensez sérieusement qu'ils vont se passer de 40% des lauréats? Non. Donc voilà, il y a des dispositifs, mais on ne sait pas encore. En tout cas, vraiment, voilà ce que je peux vous dire. Alors ensuite, l'après-concours, car là, il y a la rumeur comme quoi les PES seraient payés 600 €. C'est faux. Ça n'a pas du tout, c'est pas du tout ce qui a été fait. Là, on mélange pas mal de choses. Voilà ce qui est aujourd'hui acté, c'est que le Master MEF va se passer en alternance. Dès lors, les étudiants inscrits en Master MEF seront sous le régime de l'alternance, donc seront en stage à mi-temps et à mi-temps en formation. À ce titre, ils seront rémunérés comme des alternants. Il y a une grille nationale, c'est dans toutes les formations, et ils seront rémunérés, et c'est de là que vient le titre de les professeurs seront payés 600 €. Ça sera pour les étudiants en Master MEF, en alternance. Sur les professeurs des écoles stagiaires, donc ça c'est avant qu'ils passent le concours, puisque pour les Master MEF, après ils vont passer le concours à la fin du M2, et ensuite ils deviendront professeurs des écoles stagiaires, puis titulaires a priori peut-être. On ne sait pas encore comment va se passer l'après-CRPE. On ne sait pas. Ce qu'on peut vous dire déjà, c'est qu'à partir du moment où vous êtes recruté, je vois pas comment ils pourraient vous payer moins que le salaire minimum, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut écarter. Mais voilà, il faut pas, cette information ne concerne en aucun cas les professeurs des écoles stagiaires. Ça n'a jamais été dit.
Ok, on mélange deux choses. Donc vraiment, n'ayez pas peur. Encore une fois, je vous le dis, on parle d'un concours de recrutement versus une alternance dans le cadre d'une formation, ça n'a rien à voir. Et là, pour un recrutement sous contrat avec l'État, donc on passe dans un autre stade, là, il y aura une rémunération. Il n'est pas du tout acté que le montant de la baisse de cette rémunération. Je ne peux pas vous dire que ça sera encore 1400 € pour la simple bonne raison qu'il n'y a pas eu de remarques à ce sujet. Mais voilà, pour vous dire, ils sont plutôt en train d'augmenter les rémunérations des professeurs. C'est quand même ce qui a été annoncé depuis janvier dernier. Donc, ils ne vont pas le diviser par deux pour les stagiaires. OK? Donc vraiment, là, s'il vous plaît, on se sort cette rumeur de la tête et on essaye à chaque fois de s'en tenir aux faits et à ce qui est dit. Donc l'après-concours, on ne sait pas encore bien. Ce qui est sûr, c'est que dans le rapport est pointé qu'il y a une incohérence entre la formation des candidats libres et des master-MEF. Les master-MEF ont 2 ans de formation. Les candidats libres, va falloir peut-être faire des choses plus adaptées. Et c'est aussi le sens de la réforme. En fait, pour tout vous dire, quand ils ont fait la réforme du CRPE en 2013, il n'y avait pas du tout anticipé qu'il y aurait une telle proportion de candidats libres. Et donc, c'est devant ce fait qu'ils ont décidé de la réforme, parce qu'aujourd'hui, on a des formations où tu as les masters de MEF qui ont déjà fait parfois une licence, parfois un M1, qui ont la même formation que des personnes qui arrivent qui n'ont pas du tout fait ça. Et quand on y réfléchit, même juste sur du bon sens, ça semble pas très cohérent. Donc c'est dans cette optique qu'ils engagent cette réforme. Comment ça va se passer? On ne le sait pas. Et pour tout vous dire, ils n'excluent pas totalement de faire même une voie à part pour les candidats libres. C'est pas sûr du tout, hein. Mais voilà ce que je peux vous dire. Donc, en gros, rien ne dit que les candidats libres ne pourront pas passer le concours. A priori, c'est même très peu probable. Rien ne dit que les professeurs des écoles seront payés 600 €. Je vous ai dit, on a mélangé deux choses et donc il faut bien faire attention. Et donc voilà. Et donc le Master MEF, pour répondre, il serait en alternance a priori pour les 2 années. Après, la question qui va se poser, c'est est-ce que tous les étudiants seront en alternance ou pas? En tout cas, l'idée, c'est que vraiment, je crois, 2/3 des étudiants à minima soient en alternance. Voilà. Pour ces questions. J'espère que je vous ai aiguillé. En tout cas, voilà, je voulais un peu remettre là-dedans parce que je sais que c'est un gros stress. J'ai plein d'étudiants qui m'ont dit en panique, non mais quoi, ça va être dès l'année prochaine. En tout cas, là, on parle du concours 2022, pas 2021, et ça ne sera pas effectif pour l'année prochaine. Voilà. La réforme du concours n'aura pas lieu avant l'édition 2022. Là, on l'a confirmé. Donc si on veut préparer le concours, on le prépare dès maintenant. Si vous allez me dire, mais pourquoi le préparer dès maintenant? Ça change. On a vu, il y aura des maths, il y aura du français, il y aura de la mise en situation professionnelle, il y aura de la CSE. Globalement, les connaissances que vous allez acquérir cette année ne seront pas du tout perdues. Au contraire, ça sera utile. On ne va pas refaire du tout au tout. Le métier de professeur des écoles ne va pas changer du tout au tout entre cette année et l'année prochaine. Donc ça va être les mêmes compétences à développer. C'est la forme qui va changer. Donc vraiment, on le prépare dès maintenant. On ne perd pas un an. Voilà. Et donc, a priori, l'année prochaine, prochain concours. Et voilà, donc on n'en sait pas plus. Nous, on est en attente, on est dans les starting blocks pour avoir des informations précises. Pour l'instant, il n'y a pas eu de communication à ce sujet. Nous vous tiendrons au courant. Je ferai un live, bien sûr, dès que j'aurai des informations plus fiables sur la réforme. Et donc, pour répondre aux petites questions qui arrivent là-dessus, hop. Delphine, comment les candidats libres pourront avoir une chance au concours contre des étudiants qui ont fait 2 ans d'alternance si c'est le même concours? Écoute Delphine, aujourd'hui j'ai envie de te dire c'est la même chose et pourtant il y a 40% des lauréats qui sont au concours. Mais là on a des étudiants en Master MEF qui font des stages, bon alors c'est pendant un an, pas 2 ans certes, mais qui ont une formation peut-être plus professeur des écoles et pourtant on a quand même un bon niveau de lauréats dans les candidats libres. Donc c'est tout à fait possible. Donc 2/3 des donc Mélinda, pour comment ça va se passer exactement pour l'alternance, je n'ai pas d'informations à ce sujet, ça faudra voir auprès des Master MEF. Voilà. Et donc, pour répondre à Lisa qui me dit connaissez-vous le rythme d'alternance après le concours pour l'année de stage? Alors, c'est pas de l'alternance, en fait, on est professeur des écoles stagiaires, donc on est fonctionnaire quand même, et on est à mi-temps en formation, un mi-temps à l'INSPE, non, à mi-temps en stage en responsabilité, et le rythme diffère complètement des INSPE à l'autre. Ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines, 2 semaines, 2 jours, 3 jours, 2 jours plutôt. Ça dépend vraiment. Donc voilà, ça je peux pas vous répondre. Ok, donc là j'ai fait un gros point sur la réforme. On va parler maintenant des épreuves du CRPE. Et je vais répondre aux petites questions qui restent avant.
Alors, Etilia me demande, pour ceux qui passent le second concours interne, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on obtient celui-ci en poste ou en alternance? C'est exactement la même chose pour tout le monde. Toutes les voies du CRPE, ça se passe pareil. Donc c'est important, j'avoue, je ne l'ai pas précisé. En gros, vous êtes admis, là vous êtes contacté par l'INSPE, à la rentrée vous êtes en poste, vous êtes en binôme, avec un autre professeur des écoles, soit stagiaire, soit titulaire. Et l'autre moitié du temps, vous êtes en formation à l'INSPE, c'est la même chose pour tout le monde. Alors, on va passer aux épreuves. Et donc Raïssa me demande pour la pré-professionnalisation, est-ce qu'on peut intégrer une classe en M1 sans l'avoir fait en L2, L3? J'ai un doute là-dessus, Raïssa, il me semble que ce dispositif, c'est plutôt pour la licence. Ensuite, on arrive dans le Master MEF, tout simplement. Mais j'ai un doute, il faudrait que tu te regardes plus précisément. Alors, donc, comment ça se passe concrètement le CRPE? Donc là, en ce moment, c'est les inscriptions. On ne loupe pas. Toutes les personnes qui m'écoutent ce soir, s'il vous plaît, ne loupez pas l'inscription. Il n'y aura pas de report de la deadline. Hein. C'est le 12 novembre, 17h. Attendez. Oui, c'est le 12 novembre, je crois, 17h ou minuit, je ne sais plus exactement. Ah, allez vérifier. Mais en tout cas, ça ne sera pas le 13, ça ne sera pas le 14, pas parce qu'on envoie après. Non, il n'y aura rien, ça sera porte close. J'ai déjà vu des étudiants où c'était la cata parce que ils avaient raté. Et là, c'est fini. On ne peut rien faire. Donc, l'inscription administrative sur Cyclades, il faut faire les 4 choix. Donc, le concours, public ou privé, l'académie, le choix du domaine de mise en situation professionnelle. J'y reviendrai pendant l'épreuve, je ne parle pas maintenant. Voilà pour cela. Et vous pouvez faire plusieurs inscriptions. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour le CRPE? Donc, j'ai oublié les conditions générales, mais il faut avoir la nationalité d'un des pays membres de l'Union européenne pour passer le concours, ça c'est important. Il existe parfois pour travailler dans l'enseignement privé seulement des possibilités de passerelle si vous avez une autre nationalité, mais sinon ce n'est pas possible. Et il faut 2 attestations, l'attestation équivalence PSC1. Donc ça, c'est le premier secours de niveau 1 et d'un brevet de natation 50 mètres. En gros, c'est pour c'est tout simplement pour la sécurité des enfants. Vous comprenez bien, voilà, pour être sûr que vous êtes capable de gérer s'il y a un problème. Ces attestations sont à fournir à des dates qui diffèrent selon les académies. Il y en a plein qui vont être en panique à me dire mais la piscine est fermée à cause du confinement, pardon, le confinement, oups, lapsus, à cause de la situation sanitaire, comment est-ce que je vais faire? Eh bien, bien entendu, les académies s'adapteront. L'année dernière, par exemple, ils ont fait signer une attestation sur l'honneur engageant les admis à passer l'attestation dès que possible et à la fournir pour l'année d'après. Donc voilà, ça c'est un dispositif de l'année dernière, ça n'a pas encore été remis en place cette année, hein, du tout, mais pour vous rassurer sur le fait que vous n'êtes pas, si votre piscine est fermée, il y a tous les candidats de votre académie qui sont concernés. Voilà pour ça. Donc ça sera déposé sur le site Cyclades, parfois envoyé par voie postale aussi. Et donc, voilà pour cela. Il y a des équivalences au PSC1. Je vous invite à regarder, vous tapez équivalence PSC1 sur devenir enseignant. Il y a une liste non exhaustive, mais une liste. Et si vous avez encore une situation précise, vous contactez les services du concours de votre académie. Je précise que ces attestations n'ont aucune limite de validité pour le CRPE. Sur le PSC1, vous devez avoir un rafraîchissement tous les X années. Pour le CRPE, il s'en fiche. Si vous l'avez eu il y a 20 ans, c'est pas grave, ça vaut. OK? Alors, j'ai vu qu'il y a une petite question sur la réforme. Julie, alors certains disent que si le CRPE est obtenu du premier cours en M1, le ME est très dense et des étudiants actuellement en M2 conseillent de ne pas forcément avoir le concours du premier coup. Qu'en pensez-vous? Moi j'ai envie de te dire, Julie, le plus tôt le mieux. Tu vas voir. L'année de PES, de toute façon, c'est très galère. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est très fatigant. Les étudiants qui préparent le concours ne se rendent pas compte, mais c'est plus fatigant que l'année de préparation. Mais au niveau émotionnel et stress, c'est pas du tout la même chose parce que là, on est en place, en poste. Et donc moi, j'aurais plutôt envie de te dire, de toute façon, tu seras en formation. Si tu as passé, enfin, le concours, de toute façon, quand on l'a réussi, on est en formation l'année d'après, quoi qu'il arrive. Même si on a déjà un M2 MEF, on sera en DU d'approfondissement. Donc pour moi, le plus tôt, le mieux, quoi. Voilà. Alors, la question d'Alexandra, si sur l'attestation de nage, on indique nage d'eau au lieu de nage libre, est-ce que cela fonctionne? Eh bien, écoute, franchement, Alexandra, on est dans la fonction publique. Donc, j'ai peur que ça puisse ne pas fonctionner. Franchement, il y en a une qui avait un brevet de 1000 mètres de natation. Elle a dû repasser le 50 mètres. Tu me diras, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, regarde, sinon, tu peux demander au service du concours de votre académie.
Voilà pour ça. Donc ça, c'est des justificatifs. Vous allez dans la rubrique « Mes justificatifs » pour répondre à ta question, Emmanuel. Tu verras, ils t'en parleront, c'est sûr, et ça arrivera après l'inscription, c'est pas à l'inscription. Alors, voilà pour ça. Pour répondre à la dernière question de Delphine avant de passer aux épreuves, vu qu'on aura déjà un M2, est-ce qu'on aura encore à l'INSPE? Il faudra faire quoi? Eh bien, je ne sais pas, Delphine, comme je l'ai dit, c'est l'inconnu, personne ne sait. Rien n'a été annoncé sur l'après-concours, ni sur le concours d'ailleurs, à part que ça sera en M2. Alors, on parle des épreuves de cette année. On revient pour 2021 parce que c'est ce qui nous intéresse ici, ce soir. Déjà, je veux bien que certains me disent si vous avez déjà passé le concours ou si c'est la première fois que je vois un peu qui j'ai devant moi. Donc, le CRPE, ce sont 2 épreuves écrites d'admissibilité, français et mathématiques, 4 heures chacune. Lundi 12 avril pour le français, mardi 13 avril pour les mathématiques et 2 épreuves orales d'admission, mise en situation et entretien à partir d'un dossier EPS et CSE. Je vous laisse regarder ce petit tableau, après je prendrai des questions et me dire ce que vous voyez, à votre avis, en tant que candidat, parce que c'est la première chose, vous êtes candidat pour être stratégique, qu'est-ce qu'il est stratégique de réviser en priorité si on veut avoir le concours? En attendant, je vais regarder un peu si c'est la première fois ou pas que vous le passez. Alors, je vais répondre à Nora, qui a été assistante pédagogique et professeure des écoles contractuelles pendant 8 ans, puis je m'inscris au second concours. Eh bien, a priori, tu peux t'inscrire à tous les concours, Laura. Si tu étais sous contrat de droit public, tu vas pouvoir t'inscrire au second concours interne. Troisième concours, c'est si tu étais dans le secteur privé, mais j'ai pas l'impression. Et tu peux même t'inscrire au concours externe. Et donc, Mélinda, si je comprends bien, si on a le concours 2021, on passe en deuxième année de master et sommes professeur stagiaire. C'est exactement ça. En fait, si tu as déjà un M1, tu vas passer en M2. Et si tu n'as pas de niveau master, parce que tu as une dérogation ou tu es dans une voie où il n'y a pas besoin, on va te mettre en parcours universitaire, ça s'appelle un DU, et tu suivras peu ou prou la même formation. Alors, salut Sylvie qui me passe un coucou. Donc là, il y a plein de premières fois, il y a plusieurs fois, mais ne vous inquiétez pas. Donc, à ma petite question, qu'est-ce qu'il vaut mieux réviser? J'ai eu une réponse. Non, j'ai Justine qui m'a dit l'écrit. Mais Justine, regarde, français maths, 40 points chacune. Le français, l'EPS tout seul, qui est la moitié de l'épreuve de PSCSE, ça vaut autant que français ou mathématiques. Donc, c'est l'oral qu'il faut pas oublier. 2/3 des points, c'est l'oral. C'est hyper important de s'en rendre compte pour vous les candidats parce que je le sais, c'est normal. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais m'embêter à réviser l'oral si j'ai pas les écrits. Oui, mais si vous avez les écrits et que vous arrivez à l'oral que vous n'avez pas révisé, vous allez vous faire laminer puisque 2/3 des points, c'est l'oral. Donc c'est hyper important de ne pas oublier ça. Donc oui, on commence la préparation, on se fait les bases du français maths. Mais non, on ne met surtout pas de côté les oraux et on commence dès maintenant. Nous, les cours des oraux, le dossier, c'est la première chose que font les étudiants. Hein, c'est là, en ce moment, ils commencent le tutorat. Pourquoi maintenant? Pourquoi vous faites votre dossier maintenant? On réfléchit, on est où? On est en novembre, ok. Un dossier, ça prend environ, franchement, si on le fait et qu'on est à un rythme bien soutenu, nous, c'est ce qu'on demande à nos étudiants, c'est à peu près 2 mois. 2 mois, 2 mois et demi. Allez, on glisse pour avoir une version pas mal quand c'est la première fois. Si vous commencez maintenant, déjà, ça nous fait finir vers février, novembre, décembre. Allez, janvier, on peut commencer un peu plus tard. En gros, février, le mois de mars, ça vous allez faire que des écrits, c'est sûr. Donc, il faut l'avoir fini avant. Et après les écrits, franchement, faire le dossier plus réviser EPS, CSE, après les écrits du CRPE, avant les oraux, c'est vraiment quasi mission impossible. Donc, on en reparlera. De toute façon, je vais vous donner mes conseils. Donc, s'il vous plaît, on ne met surtout pas de côté les oraux. Oui, les écrits, c'est important parce qu'il faut les passer. Il ne faut pas avoir de notes éliminatoires. Mais si on ne fait que ça, c'est sûr qu'on va se faire rétamer à l'oral. Surtout pour des académies dites sélectives. C'est vraiment, on ne peut pas faire l'impasse et commencer maintenant. Et ceux qui ont commencé à regarder, vous allez voir que le programme de PS-CSE, c'est coton. Et donc, on me dit, oui, mais c'est éliminatoire. C'est vrai. Français maths, c'est éliminatoire. Faut pas avoir 10 ou moins de 10. Je peux te dire que si tu as moins de 10 à l'épreuve, sur 100 points, en CS, EPS, CSE, ou même moins de 10 au dossier qui est sur 60 points, franchement, c'est hyper difficile d'être admis. Honnêtement, j'ai vu très peu de ça. Donc, il n'y a pas de note éliminatoire en tant que telle. Il n'y a pas de barre où c'est bon, bah, de toute façon, c'est fini pour toi. Mais se relever d'une note inférieure à 10 sur une de ces 2 épreuves, c'est extrêmement compliqué, voire impossible. Alors que se relever d'une note en dessous d'un 15 par exemple en français, c'est possible si on gère les autres épreuves. Faut pas oublier ça. Alors, on y va.
Donc vraiment, je vous dis, j'insiste là-dessus, parce que c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui mettent totalement de côté et en fait qui arrivent après, qui ont les écrits, donc merveilleux pour vous, c'est top, mais le travail est très gros sur les oraux. En plus, c'est les maths, les français, on en a tous fait, alors il y a la didactique, j'y reviendrai, mais le PS, CSE, ça c'est des choses qui, ça s'invente pas. Allez, on y va, on parle des épreuves une par une. Voilà, je parlerai d'organisation à la fin. Voilà. Jasmina répondre un peu pour passer aux épreuves. Alors, le français, c'est une... et je parlerai du dossier après. Hein, donc, on va faire épreuve par épreuve, je vous en prie. Voilà, on va garder les questions à chaque fois. Donc, le français, très longue épreuve. Tous les profs de français qui corrigent me disent « Mais qu'est-ce qu'elle est dure, cette épreuve de français du CRPE ?» Alors que eux, ils ont passé le CAPES de français, donc c'est un niveau quand même un peu plus élevé en théorie. Mais c'est dur parce que c'est long. C'est 4 heures pour faire une analyse de texte. Donc là, on a 4 textes littéraires et une question. Il faut produire une réponse rédigée, construite. Je sais pas, la vision des auteurs sur la violence, enfin je dis n'importe quoi. Ensuite, on a une partie qu'on appelle étude de la langue ou grammaire. Et donc là, ça va être des petits exercices, indiquer la valeur des verbes, passer de la voix active à la voix passive, relever les figures de style dans cet extrait, ce genre de choses. Donc là, c'est de la révision, c'est la partie la plus mécanique, entre guillemets, de l'épreuve. Et enfin, la troisième partie, la didactique. Là, ça s'appelle aussi analyse des supports d'enseignement. C'est une partie où là, on va être dans le côté un peu premier degré. Vous allez devoir vous projeter en tant que professeur des écoles. L'idée, c'est qu'on va vous donner un manuel, un extrait d'une fiche de séquence, une production d'élèves et que vous allez avoir des questions dessus. Par exemple, quelles compétences des programmes sont travaillées dans cette séance? Quelles pistes de remédiation pouvez-vous mettre en place? Donc, il y a du vocabulaire et une logique à acquérir. Il y a une méthodologie pour faire cela. Cette épreuve, elle est éliminatoire. Si vous avez 10 ou moins, vous ne passez pas à l'étape suivante. Donc, la partie didactique, c'est compliqué pour tout le monde parce que c'est de là que vous êtes le plus éloigné. Donc, je vous en ai parlé, on va vous demander donc du coup d'analyser, d'utiliser un vocabulaire et surtout de connaître les programmes. Alors, les programmes, c'est un vaste choix. Je ne vais pas trop parler de comment le faire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a vraiment une volonté de se les approprier. Hein. Nous, ça part voilà, de comprendre comment ils fonctionnent. Et l'idée, c'est pas d'apprendre par cœur chaque ligne des programmes, mais de comprendre les grands blocs, les choses à apprendre en priorité, donc les compétences, les attendus de fin de cycle, ce genre d'éléments et que vous allez travailler toute l'année petit à petit jusqu'à ce que ça rentre complètement pour cette partie. Ça marche en français, ça marche en mathématiques. Et donc là, la priorité, c'est vraiment de partir, je trouve, et ça, je ne vais pas arrêter de vous le répéter, mais des épreuves, des questions qui tombent. C'est toujours les mêmes structures de questions qui tombent en didactique, qui tombent même dans tout le concours. Il y a toujours, Antoine nous le dit, ça c'est pour ceux qui ont fait l'introduction à la partie 2, là, dans les cours avec Antoine. Antoine, il a regardé toutes les questions de grammaire qui sont tombées au CRPE depuis 2014. C'est notre prof, pardon, Antoine, sur la partie 1 et 2 de français. Et voilà, il y a systématiquement une question sur la stylistique. Donc on ne fait pas d'impasse sur la stylistique. Par contre, il y a eu une question, une fois, dans un sujet sur l'alphabet phonétique. Donc, si vous devez choisir, on révise à fond la stylistique et là, on fait l'impasse sur la phonétique. C'est ce genre de mécanisme que vous devez acquérir, voilà, de vraiment partir des épreuves. C'est hyper important. Donc, c'est une épreuve, je vous ai dit, longue, compliquée. La priorité, c'est d'arriver à le faire en 4 heures. Et franchement, c'est pas facile. Nous, les étudiants, c'est la première chose que vous devez faire, c'est de faire une analyse en 2 heures. C'est le premier exercice de l'année en français. Et ensuite, on leur donne un concours blanc qui a déjà été donné il y a 2 semaines, qui est à faire, là, qui sont en train de rendre en ce moment. Pour ceux qui sont inscrits, pour les accélérer, ça sera le 27 novembre. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment juste ce premier exercice, c'est essayer de faire en 4 heures. Il y en a très peu qui y arrivent, c'est normal. Vraiment, c'est en s'entraînant 1, 2, 3, 4 fois qu'on arrive le jour du concours à le faire en 4 heures. Et c'est hyper important parce que vous allez être pénalisé si vous finissez pas. Et c'est même d'autant plus important parce qu'on est en français. Vous allez être engagé pour être professeur des écoles et donc la relecture est ultra importante. Je sais qu'il y a des correcteurs qui peuvent mettre des notes éliminatoires si l'orthographe est trop catastrophique. C'est important de s'en rendre compte. En même temps, voilà, il ne faut pas oublier, on n'est pas là, c'est pas un examen. Hein, on est là pour un concours de recrutement. Donc, ce n'est pas un entretien d'embauche, c'est des épreuves pour être embauché. Et donc, tous vos jurys, la question qu'ils vont se poser, c'est est-ce que cette personne va être mon futur collègue? Est-ce que cette personne va avoir des enfants à la rentrée? Est-ce que cette personne est capable d'enseigner l'écriture et la lecture à des enfants? Parce que c'est quelque chose que vous allez être amené à faire. Et donc, si l'orthographe ne va pas,
et ça c'est important, et c'est pour ça que c'est hyper important l'expression orale et écrite au CRPE, eh bien, vous allez être saqué. Je vous le dis, ça c'est sûr. En français, il y a 5 points qui sont attribués. Donc déjà, si ça ne va pas, vous êtes noté sur 35. Et on a ce qu'on appelle le principe de la double peine. Donc le principe de la double peine, ce qu'on appelle chez nous, on en a déjà un peu, c'est un langage en interne, mais en gros, si vous vous exprimez pas très bien, que vous faites des fautes de syntaxe, que vous faites des fautes d'orthographe, bah, vous allez perdre des points sur l'analyse. Hein. Au fur et à mesure, vous allez peut-être perdre des points sur la didactique. Et donc au final, c'est peut-être plus de 5 points que vous allez perdre. Donc c'est ultra important. Si vous avez des difficultés, il faut commencer dès maintenant à réviser. Notamment chez nous, il y a des dictées mensuelles qu'on a mis en place, il y a des dictées que vous trouvez en ligne, enfin, il faut lire beaucoup. Ça, c'est un conseil de Benjamin. Notre préparation qui peut vous inspirer aussi, mais comment ça se passe? Déjà, un kit de démarrage. Ça, pourquoi un kit de démarrage? Et ça s'adresse à tous les candidats dont c'est la première fois que vous le passez. Il ne faut pas que vous révisiez sans savoir le format de l'épreuve. Dans ce cas-là, on révise dans le vide et à l'aveugle et c'est pas pertinent. Donc vraiment, si c'est la première fois, vous devez savoir exactement quel est le contenu de l'épreuve, avoir vu à quoi ressemblent des sujets, plusieurs sujets, pour vous rendre compte. Et là, vous pouvez commencer à réviser. Ensuite, nous, comment ça se passe chez nous? Parce que je sais qu'il y en a aussi qui veulent des informations sur la préparation, donc j'en profiterai pour vous expliquer au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est qu'en grammaire, on révise un peu toutes les bases du programme. Et ensuite, en live, on va approfondir sur les points qui tombent le plus souvent, que je vous ai dit que Antoine a noté. Les points qui tombent systématiquement, les étudiants ont le plus de difficultés. Idem pour l'analyse. Et en didactique, là, on va faire 10 cours en live avec Aurélie, qui est une super prof de cette année. On va décrypter à la fois, thématique par thématique, les éléments à savoir, toujours en ayant en tête le concours. L'important, c'est les épreuves et les exigences du concours. Et donc, des entraînements chez nous, donc c'est des concours blancs. Je reviendrai après sur comment bien s'entraîner seul ou avec une préparation, bien entendu. J'y reviendrai plus tard. Mais des sujets originaux, vous avez déjà des annales, même si on met toutes des annales corrigées à disposition. Et surtout, une vidéo correction de votre copie pour ceux qui ne le savent pas. Donc, c'est un professeur qui se filme en train de corriger. Donc ça, c'est notre préparation à nous, à l'épreuve de français. On va passer aux mathématiques. Je vérifie qu'il n'y a pas de questions sur le français. Ouais, voilà. Bon, Mélina a déjà répondu à pas mal de choses. Peut-on écrire au stylo friction, me demande Claire Esdeter. Grande question du stylo. Le stylo friction, s'il est interdit, sera interdit par des académies. Ça sera écrit noir sur blanc. Voilà pour répondre à ta petite question, Claire. Et certains déconseillent parce qu'il y a une peur que le stylo s'effaçant à la chaleur, il peut être effacé au scan. À ce jour, j'ai jamais eu de retour d'une copie effacée au scan, mais si ça te stresse trop, ne l'utilise pas. Et donc pour ceux qui sont inscrits à la préparation, le kit de démarrage est dans la partie français. Alors, Audrey, comment sont divisés les points pour l'épreuve de français? Donc je l'ai remis avant, pardon, 11 points pour la partie 1, 11 points pour la partie 2, 13 pour la didactique et 5 points pour l'orthographe. On passe aux maths. Je vais faire plutôt 1h30 en fait, je pense. Donc les maths, c'est le programme du collège, c'est un niveau 3e, fin de 3e qui est demandé. 3 parties aussi, c'est un peu symétrique. Une partie problème sur 13 points, là c'est un programme filé. Donc en fait, les questions s'imbriquent les unes après les autres. Des exercices indépendants qui peuvent tomber sur tout le programme, des QCM, des vrais faux, des choses comme ça. Et enfin, une partie didactique un peu similaire à celle du français. Attention, en maths aussi, je sais que vous vous souvenez sûrement au collège, au lycée, vos profs de maths vous disaient c'est pas parce qu'on est en maths qu'il faut mal écrire. C'est pareil pour le CRPE, jusqu'à 5 points peuvent être retirés en orthographe et en syntaxe, et en moyenne ce sont 2,5 points qui sont retirés, 2 points pardon, qui sont retirés, et pareil, principe double peine, on va en parler, enfin vous allez avoir des points en moins pour la didactique, des points en moins peut-être pour d'autres parties parce qu'on ne comprendra pas votre raisonnement. Et c'est encore une fois une épreuve éliminatoire. Important les mathématiques. Donc, quel est le programme exactement? Moi, je ne vais pas vous le dire. Nous, en tout cas, pareil, il faut regarder ce qui est tombé au CRPE. C'est à partir de ça que Louis Well, notre professeur de mathématiques, a construit sa préparation. Et donc là, les mathématiques, donc ça va être on ne va pas faire de la géométrie, du calcul, de l'arithmétique, des probabilités. Il y a toute une partie aussi sur le tableur, donc par Excel, et l'algorithmique, qui est une compétence vraiment qui tombe systématiquement au CRPE depuis quelques années. Hein, c'est maîtriser le tableur et l'algorithmique. Et donc ça, il y a un module entier dédié des exercices. Et on en traite dans les concours blancs. Mais ça, c'est par exemple une connaissance qu'il faut absolument développer au CRPE.
Et donc voilà, un peu le similaire, il y a une remise à niveau qui sont les bases du programme et ensuite des cours en live où on va réapprofondir tout ça et des cours en live de didactique. Voilà. Pour les maths. Et donc ça, l'idée, ça pour vous, là, vous remettre en mode CRPE. Vous avez passé les maths et le français. Ok, vous avez une note sur 80. On additionne les deux. Là, votre académie établit un classement de la plus grande meilleure note à la dernière note. Les illimités sont exclus de la ligne. Ensuite, ils vont prendre les X premiers en fonction du nombre de postes. Ils prennent à peu près le double du nombre de postes total offert. Donc, s'il y a 200 postes dans l'académie, ils vont prendre les 400 premiers, ils feront passer les oraux. Le seuil d'admissibilité, dès lors, c'est la note du dernier. Attention, parce que l'année dernière, il n'y avait que les écrits. Donc, si vous regardez des seuils de l'année dernière ou des rapports de jury de l'année dernière, on n'est pas du tout dans les mêmes exigences. L'écrit seul comptait, donc c'était vraiment les notes, ça a saqué. Voilà. Alors, et pour répondre à la question, donc il y a 3 concours blancs pardon, sur la prépa accélérée. Pour répondre à la question, nous, l'idée, c'est qu'on vous met des concours blancs à des moments de l'année. Donc les accélérés, ils en ont 3, le 1er, le 27 novembre. Et ensuite, nous, on permet que vous les rendiez jusqu'au 24 mars, je crois. C'est à peu près 3 semaines avant le concours. On va vous donner des dates de rendu conseil pour que vous les rendiez tout au long de l'année, pour vous structurer dans votre préparation et pas que vous attendiez le dernier moment. Maintenant, à partir du moment où vous avez payé une préparation, on estime que vous pouvez être corrigé jusqu'à ce que c'est encore utile pour vous pédagogiquement. Et donc, ça sera jusqu'au 24 mars, donc pour répondre à la question de Audrey, une autre. Donc, vous l'aurez dans votre espace le 27 novembre, mais vous aurez jusqu'au 24 mars pour le faire en vous conseillant de ne pas attendre le dernier moment, bien entendu. Le dossier. Le terrible dossier, la mise en situation professionnelle. Tout le monde en a peur, pour qui c'est la première fois. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un dossier préparé à l'avance, en fait, où le candidat se met dans la peau, la mise en situation d'un professeur des écoles et où il explique comment, lui, en tant que professeur des écoles, il enseignerait tel sujet. Tel sujet, j'y reviendrai après. Et donc, c'est un dossier de 10 pages. C'est une épreuve où le dossier écrit que l'on doit produire pourtant et envoyer à l'avance, donc pour répondre à la question, j'y reviendrai après quand est-ce qu'on doit l'envoyer, qu'on doit envoyer, puis après qu'on vient soutenir. Et c'est seulement la soutenance orale qui est notée. Elle dure 20 minutes, puis il y a un entretien de 40 minutes. Donc vous avez là le découpage des points, 20 points pour l'exposé, 40 pour l'entretien. Donc l'entretien de MESP, lui seul, vaut autant que l'épreuve de français ou de maths. Donc, alors, hyper important. Vous allez devoir choisir un sujet parmi 8 domaines. Alors 10 avec ou sans annexe, me demande Amadou, Mélisa direct. Ça dépend des académies. Il y a des académies, c'est avec, d'autres non. Ça sera indiqué. Donc, il y a 8 domaines. Langue vivante étrangère est apparue l'année dernière. Il n'y a pas encore eu d'édition avec, puisqu'il n'y a pas eu les oraux l'année dernière. Il faut savoir que la moitié de l'entretien de ces langues, dans ce domaine sera dans la langue choisie. Et donc, il faut un niveau B2, donc c'est-à-dire pas bilingue, mais pouvoir s'exprimer à peu près dans tous les domaines. Si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à taper B2 anglais, B2 italien, vous aurez exactement ce qu'il faut savoir. Donc, vous avez 8 domaines. Vous devez choisir un sujet qui s'inscrira dans l'un de ces 8 domaines. Comment bien choisir? Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais domaine. Tous les ans, j'entends, on me dit qu'il vaut mieux prendre le MC, on me dit qu'il vaut mieux prendre les sciences. Il faut que vous preniez quelque chose qui vous correspond. C'est un dossier lourd, qui va vous prendre du temps, il faut que ça vous plaise. Donc vous prenez un dossier, si vous êtes à l'aise par une expérience personnelle passée sur l'un des domaines, vous foncez, vous n'hésitez pas, il faut vous faciliter la vie. C'est une CRPE, il faut se faciliter la vie, c'est un concours, c'est déjà assez stressant. Donc voilà, il n'y a pas besoin non plus d'être un scientifique pour prendre science, mais il faut une appétence pour ce sujet. Et donc ça, c'est des domaines d'enseignement. Ensuite, on choisit un thème parmi ce domaine. Donc un thème, ça va être voilà, la France durant la Seconde Guerre mondiale, Louis XIV, et un niveau. En quel niveau on l'enseigne? C'est important, parce que ça va montrer déjà si vous avez un peu une vision de qu'est-ce qu'on enseigne à quel moment, et si il y a une cohérence. En fait, il faut que votre sujet il soit des programmes. On vous demande de devenir professeur des écoles, donc vous allez devoir enseigner ce qui est inscrit dans les programmes de l'éducation nationale, et dès lors, eh bien, votre sujet doit être dans les programmes. Si vous sortez c'est pour ça que je vous dis mon conseil, ne cherchez pas l'originalité à tout prix. On ne vous demande pas du tout ça. Oui, vous allez peut-être faire le 10e Louis XIV de la session. Mais au moins, c'est clair, c'est dans les programmes, on ne se prend pas la tête. Si vous avez un petit angle un peu original, tant mieux. Mais ne partez pas trop loin. Le critère principal, c'est votre sujet doit pouvoir être enseigné à l'éducation nationale en tant que professeur des écoles. Dès lors, il doit rentrer dans les programmes.
Donc, vérifiez aussi la cohérence entre le sujet et le niveau. Encore une fois, ça montre, pour faire le grand écart, on ne va pas faire la France durant la Seconde Guerre mondiale en petites sections. Ça serait complètement hors de propos. Donc, il y a ça aussi qui montre déjà si vous savez bien un peu où vous vous situez. Donc 10 pages, j'ai mis annexes incluses hors page de garde, puisque jusqu'à un certain temps, les annexes étaient incluses systématiquement, mais depuis quelques temps, on s'aperçoit que certaines académies peuvent permettre que les annexes ne soient pas incluses. Il y a un format papier à envoyer. Parfois, ça sera aussi à rendre en version numérique. Les académies ont certaines spécificités. Quand vous allez vous inscrire, vous allez avoir dans mes documents et mes formulaires des notes adressées aux candidats. Par rapport à ça, ça peut arriver plus tard dans l'année où il y aura toutes les précisions de mise en page, Arial, les marges, tout ce genre de choses. Ça, c'est par académie, donc je ne vais pas revenir dessus. Il faut respecter, bien entendu. Et des petites précisions. La clé pour avoir des précisions là-dessus, j'ai oublié de vous en parler, s'il vous plaît, tous ceux qui veulent passer le CRPE, là, vous savez votre académie, vous regardez le rapport de jury 2019 et vous le lisez intégralement. C'est une mine d'or de conseils pour vous, c'est fait pour les candidats, c'est vraiment à regarder absolument. Vous tapez rapport de jury CRPE, je crois qu'en plus on a une page où on en a recensé une board partie. Alors depuis, il y en a qui sont plus... voilà, si vous le tapez, vous tombez sur notre page, je vous le mets ici. Ça, c'est s'il vous plaît, allez regarder. C'est vraiment une mine d'or, il faut que vous le sachiez. Donc le dossier, c'est en deux parties pour tout le monde. Il y a une partie, c'est la synthèse des fondements scientifiques. Ça veut dire en gros une synthèse des recherches que vous avez faites et que vous estimez nécessaires pour pouvoir enseigner ce sujet. Ensuite, la présentation de votre séquence. Comment vous allez parler de la France durant la Seconde Guerre mondiale? Une séquence est composée de plusieurs séances. Donc vous allez faire 7 séances. Dans la première séance, vous ferez, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, mais vous allez présenter en partant de tel manuel. Ensuite, vous allez regarder un film, vous allez faire une sortie dans tel musée. Enfin, voilà le genre de choses qui sont demandées. Donc, conseil, c'est pas parce que le dossier n'est pas noté qu'il ne faut pas que ça soit impeccable. Encore une fois, vos jurys, même s'ils prennent 5 minutes, ils vont le lire. Donc, je peux vous dire que s'ils voient quelque chose avec des fautes d'orthographe et mal fait, mal rédigé, ils vont partir avec un mauvais a priori. Voilà, il y a des choses, il faut vraiment vous mettre dans la peau d'un professeur des écoles. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il ne faut pas oublier l'après, les modalités d'évaluation et comment vous allez faire concrètement avec les élèves. Vraiment, comment vous vous positionnez en tant que professeur des écoles. C'est difficile, mais c'est possible. Nous, c'est pour ça qu'il y a un tutorat avec un professionnel qui accompagne, parce que c'est compliqué, c'est possible de le faire tout seul, bien entendu. Mais voilà. Donc ensuite, on fait un exposé. Là, l'idée, c'est pas de reprendre mot à mot son dossier, mais voilà, d'avoir un plan construit. Et après, un entretien, le jury va vous poser des questions. Là, il faut connaître bien les programmes, ça c'est sûr. Hein, où est-ce que vous vous inscrivez dans les programmes, dans l'enseignement, dans votre cycle et votre niveau choisi, qu'est-ce qui est enseigné à ce niveau-là, dans votre domaine, qu'est-ce qui est enseigné avant, après, comment vous vous inscrivez dedans. Et donc, chez nous, comment ça se passe? On a de la méthodologie autour du dossier, des cours collectifs, parce qu'il y a des conseils quand même généraux, même si c'est adapté à chaque sujet, avec des vidéos par domaine pour aider à choisir, des conseils pour la partie, j'ai oublié, mais voilà, il y a des conseils sur la partie pédagogique, la constitution, les attendus de l'épreuve surtout, c'est ça. Encore une fois, il faut toujours partir des attendus de l'épreuve des examinateurs. Donc, les rapports du jury, donc Delphine me dit, je peux pas, j'ai pris anglais, il n'y a pas de rapport pour la LVE, effectivement. C'est pour ça que c'est un mini risque de le prendre, il n'y a pas de rapport, donc c'est un peu plus... flippant, mais c'est tout à fait possible. Et nous, c'est vrai que, par exemple, même les jurys ne savent pas aujourd'hui qui va évaluer et faire l'entretien dans cette langue. Ce n'est pas encore défini pour tout te dire, Delphine. Mais ça arrivera très bientôt. En tout cas, nous, pour nos étudiants, on leur a mis en face des conseillers pédagogiques spécialisés en langue vivante en LVE. A priori, c'est les mieux placés. Et donc, c'est ça qui va les accompagner. Nous, on a un accompagnement personnalisé où il y a 2 mois, comme je vous l'ai dit, 8 semaines avec 6 rendez-vous, où pas à pas, l'idée c'est de faire des allers-retours avec l'étudiant sur son dossier jusqu'à ce qu'il arrive à une version la plus aboutie possible. Et bien sûr, toujours l'entraînement avec un oral blanc. Alors, je regarde s'il y a des questions sur le dossier. L'entretien sera en rapport avec le cycle choisi, a priori oui Florence, mais le jury, on ne peut pas exclure qu'il vous parle d'autres éléments, c'est possible, voire d'autres domaines. C'est un entretien par définition, il n'y a pas vraiment de limite, vraiment. Après, ils s'en tiennent souvent à votre cycle, votre domaine. La critique de la mise en œuvre de la séquence doit aussi être dans le dossier écrit ou juste oral. En fait, ce que je voulais dire, c'est si vous avez eu la chance de tester ou de faire tester votre séquence en classe, vous pourrez en parler et dire ce que vous avez appris à ce sujet, et ça, c'est plutôt à l'oral.
Le nombre de séances est-il conseillé? Vous parliez de 7. Non, non, surtout pas. Ne m'écoutez pas pour le nombre de séances. J'ai dit ce nombre complètement au hasard. Ça, vous aurez l'occasion de le voir si vous vous renseignez sur la formation de la partie pédagogique. Et donc, sur la matière choisie pour le dossier, me demande Aurélie, est-ce qu'on fait des cours? Non, il n'y a pas des cours d'histoire, on va pas tout faire le cours d'histoire et c'est pas ce qui est demandé. Là, ça serait vraiment pas vous rendre service que faire trop de cours sur le domaine. Ce qu'on fait, c'est une vidéo où on vous explique dans les programmes ce que ça veut dire ce domaine, comment il est enseigné à l'école, ce que vous avez besoin de savoir avant de le choisir, mais il n'est pas question de faire tous les cours d'histoire. C'est vous, quand vous allez faire vos recherches pour le fondement scientifique, que vous allez apprendre vous-même. Voilà. Mais c'est important de faire ce travail-là parce que c'est là que vous allez maîtriser votre sujet. On va passer à l'EPS CSE. OK? Alors, EPS CSE, terrible épreuve parce que énorme programme, c'est une qui fait le plus peur aux candidats et c'est long, c'est long. Vous arrivez, vous êtes convoqué, vous devez arriver 3 heures avant. Donc oui, quand on est convoqué à 9 heures, on doit arriver à 6 heures. Et ça, c'est pour les plus tôt dans la journée. Et donc là, on a 3 heures, 2 sujets, papier ou pas forcément, non en fait. 2 sujets, un en EPS, éducation physique et sportive, un en CSE, connaissance du système éducatif. Là, vous avez 3 heures pour faire votre brouillon et préparer ce que vous allez répondre à ce sujet pour un exposé oral, 10 minutes en EPS, suivi de 20 minutes d'entretien. Vous buvez un verre d'eau, vous enchaînez 15 minutes d'exposé de CSE, 30 minutes d'entretien. 1h15. Bam! C'est long, c'est dur. Franchement, si on l'a jamais fait, nous, c'est pour ça que nos étudiants, j'y reviendrai après, mais ils ont un oral blanc, même 2, pour ceux qui ont pris l'annuel, mais pour l'accéléré, ils en ont déjà un, c'est déjà bien, parce que c'est vraiment très long. Alors, on y va. Comment ça se passe en EPS? En EPS, vous allez avoir des APSA pratiqués dans votre académie. Donc, chaque année, il y a 8 APSA au total. Le recteur de l'académie en prend 4. Voici l'exemple de Lyon l'année dernière. Il faut savoir que 80% des académies ont 3 activités parmi activités athlétiques, natation, danse, jeux et sports collectifs. Elles ont 4 de ces 4-là et 100% en ont 3 parmi ces 4-là. Parfois, une APSA qu'on appelle chez nous minoritaire arrive après. Mais en gros, c'est cela. C'est une APSA. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le mieux, c'est que je vous montre un sujet. En fait, vous allez avoir une situation avec des questions. Pour les académies de Lille et Grenoble, ce sujet est en vidéo. Il y a des petites particularités. Nous, dans notre formation, Hervé, il revient, vous avez des sujets vidéo et on vous donne une méthode. Globalement, quand même, la méthode et les connaissances à savoir restent à peu près les mêmes. Et donc, voici un exemple, tout à fait. Donc, voilà, pour préparer les rencontres USEP qui viseront la réalisation de bla, vous travaillez la course de relais avec vos élèves. Lors d'une séance, vous constatez que la transmission du témoin se fait en dehors de la zone. Vous proposerez une situation afin que les élèves soient capables de se transmettre le témoin. Justifiez vos choix. Vous allez me dire, c'est impossible. Non, ce n'est pas impossible. Il y a une méthodologie à appliquer, une construction à avoir et des connaissances, effectivement, à acquérir. Je ne vous le cache pas, ce n'est pas évident, mais c'est tout à fait possible et on a des excellents, des gens qui deviennent excellents en EPS. Alors souvent, on n'aime pas au début, mais en fait, on s'aperçoit que ça peut permettre de rentrer aussi ça peut même aider pour la partie pédagogique du dossier de MES, parce qu'il y a des concepts, une méthodologie. Vous voyez, là, on a une situation, un problème. On met une situation évolutive pour résoudre cela avec des systèmes d'évaluation. Enfin, vraiment, il y a quand même quelque chose qui est lié. Bon, en tout cas, c'est une épreuve où il y a besoin de connaissances sur le développement de l'enfant. Vous ne pouvez pas dire que vous allez faire courir pendant 2 heures des étudiants de petite section, le fonctionnement du corps. Il y a un aspect réglementaire et sécuritaire qui est ultra important, parce que si vous dites, bon, bah, je dis à tous les enfants d'aller dans l'eau sans que je regarde et je sais pas, je suis à côté, bon, ça ne marche pas. Et il y a des connaissances spécifiques à avoir aux APSA, effectivement, quand même, hein, il y a un prisme par APSA qu'il ne faut pas oublier. Nous, il y a des fiches à chaque fois récapitulatives. Et donc, il y a une méthode pour, pareil, la construction d'une séance et d'une séquence. Et donc, à quelle date on a nos APSA? C'est la grande question, Delphine. Eh bien, écoute, je ne sais pas, ça arrive entre le mois d'octobre, on va dire, et le mois de février. Progressivement, elles ont déjà commencé à tomber. On est mis à jour, je crois que Anthony les a mis à jour, celles qui étaient tombées récemment. Je crois qu'il a précisé, voilà, quand il y a 2021, il n'y en a pas beaucoup, je vous les mets là, pour ceux qui le souhaitent. Voilà pour ça. Donc chez nous, comment ça se passe? On parle de toutes les APSA, bien entendu. On va se concentrer
un peu plus sur les APSA dont on a parlé, les 4 principales, mais il y aura des cours sur toutes les APSA. Chaque cours, on fera de la méthodologie, des sujets types et bien entendu des simulations orales, très important, et aussi des simulations collectives où on voit des autres candidats passer. Et enfin, le kit de démarrage pour bien connaître l'épreuve. On va parler de la CSE. La CSE, encore une fois, le mieux, c'est que je vous montre comment ça se passe. Donc, l'idée, c'est que vous allez avoir un document à peu près avec 5 pages, non, pardon, un sujet de 5 pages avec 3 questions, à part en Ile-de-France où là on a une question, une mise en situation, vous allez avoir des textes et une question là-dessus. Je vais vous montrer, en fait, c'est mieux. Donc là, c'est pour Nice et du coup, ça va me permettre de répondre à Samantha. Nice est la seule académie qui publie ces sujets. Donc vous avez la liste de tous les sujets qui tomberont à la session. Donc ça, c'était pour l'année dernière. Donc là, vous voyez, il y en a combien? Il y en a, je crois, voilà, il y en a 80 en CSE. Donc ils sont légèrement plus corsés que les autres sujets parce que les étudiants les ont en avant et ils tomberont sur l'un de ceux-là. Et donc voilà pour les sujets. Et donc on va voir, mais ça ressemble quand même peu ou prou aux autres. Hein. Donc comment ça se présente? Hop. Ah, pardon, excusez-moi. Donc là, on est texte 2. Attendez. Voilà. Ok. Donc là, c'est un sujet sur la condition de réussite pour les élèves. On a un texte, une conférence de presse de Jean-Michel Blanquer, conférence de consensus sur la différenciation pédagogique et un dossier EduScol. Comment aménager sa classe en CP dédoublé. Là, on a une description d'une situation. La création des classes dédoublées a été envisagée afin de permettre la réussite. Question, quelles sont les conditions pour garantir la réussite des élèves? En quoi l'aménagement de la classe peut-il induire une partie? À partir des conditions d'exercice en classe dédoublée, quel transfert peut être envisagé avec une classe non dédoublée? Voilà, bon, ça c'est ce genre de questions. Et il y a des textes très complets, 5 pages, qui vous donnent plein d'éléments de réponse. Les élèves ont une peur panique de la CSE, mais n'oubliez pas, il y a 4 textes, non, 3 textes ici, parce qu'ils sont assez longs. Mais voilà, il peut y avoir 3 à 4 textes qui vous donnent énormément d'éléments. Et qui vous aideront à y voir plus clair. Donc c'est important, je vous le montre parce que je trouve ça hyper important pour vous de voir un peu le sujet. Et donc voilà pour la CSE, pardon. Je reviens à mes moutons. Donc voilà, et du coup après on doit répondre à ces questions par un oral de 15 minutes et un entretien ensuite de 30 minutes. Donc là je vous ai montré. Il y a des grands classiques qui reviennent tout le temps, la laïcité, les valeurs de l'école, les difficultés scolaires, je viens de vous montrer un sujet, l'évaluation, le numérique, voilà. En gros, nous, ce qu'on a fait, par exemple, les 12 thèmes de nos lives de CSE, ça traite de ces grands sujets, donc il y a une fiche synthèse des connaissances et surtout d'où aller chercher des informations et on a un peu un panorama. On ne va pas vous demander d'être un expert et de tout savoir, ce n'est pas possible, mais il faut avoir quelques concepts en tête, une méthodologie du dossier et voilà, certains réflexes aussi. Et Delphine me demande où peut-on trouver les sujets. Tu tapes sujet de Nice CSE, tu les trouveras sans difficulté. Tu nous écriras si tu les trouves pas, je te les enverrai. Donc les textes officiels, vous avez vu, c'est important d'apprendre à les lire, à comprendre les concepts. Donc ça peut être le référentiel des 14 compétences, le programme. Je ne vais pas trop rentrer dedans, mais ça, vous allez en avoir. Et non, Chachou, ne sois pas en panique totale, t'inquiète. C'est quelque chose de faisable. Au début, ça fait peur. Mais c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que certains ne font que français maths et se disent je ferai ça plus tard, mais il y a du boulot, vous le voyez. Et bien sûr, s'entraîner. Donc chez nous, pareil, kit de démarrage, on décortique l'épreuve. 12 cours en live. Le premier, c'est comprendre le système éducatif. Et après, on va faire chacune de ces thématiques avec à chaque fois une fiche synthèse, des sujets traités, des simulations orales, une revue de presse culture PE aussi qu'on appelle culture professeur des écoles. En gros, l'idée, et vous pouvez le faire de toute façon si vous n'avez pas de prépa, mais c'est de aussi, c'est une épreuve où il faut être au courant de l'actualité, parce que souvent les sujets tombent en rapport avec ça, donc il faut se tenir au courant, s'inscrire au BO pour avoir les dernières circulaires, ce genre de choses, ça vous permet de aussi apprendre autrement, écouter des podcasts, des choses comme ça, lire des articles. Mais ça vous aide. J'ai fini sur les épreuves. Et donc là, l'idée, vous finissez le CRPE, vous avez passé les écrits, vous avez réussi les écrits, vous avez passé les oraux. Vous avez une note totale sur où on additionne tous les points, donc 160 plus 240. Et là, un classement est établi en fonction du nombre de postes. Les X premiers sont pris au CRPE et admis. Voilà. Il est 20h15, je pense avoir fini à 20h30. Je vais vous donner quelques conseils pour bien préparer cette année. Ok, on y va. Donc la première chose,
pour vous qui êtes préparationnaires, c'est que vous allez devoir apprendre à gérer votre temps. Nous, les élèves, il y a 90% qui ont une vie professionnelle, qui sont candidats libres, qui ont une vie familiale, professionnelle, et même pour ceux qui sont en master MEF, il y a une vie étudiante autre aussi quand même. Donc tout le monde a pas mal de choses à faire à côté, donc il faut s'organiser. Première chose à faire, là vous avez plus beaucoup de temps de toute façon, il vous reste 2 semaines, j'y vais pas. Tergiverser, bon c'est bien, c'est une décision importante dans votre vie, il faut la prendre, c'est le moment là, vous avez plus trop le choix. Et ensuite, on y va à fond. On n'y va pas pour voir, on y va à fond, ça ne sert à rien de perdre un an, on y va et on se pose la question vite, seul ou accompagné. Pourquoi je vous dis ça? Effectivement, nous on a une préparation, donc oui, faut vous poser la question parce que sinon vous allez commencer à bien travailler tout seul et après vous allez pouvoir reprendre peut-être à zéro et donc c'est une perte de temps. Pas oublier que vous avez tous un temps limité, la plupart d'entre vous, et donc il faut optimiser ce temps. Et donc soit si vous souhaitez prendre une préparation et que vous hésitez, essayez de faire ce choix assez vite pour pouvoir très rapidement embrayer sur votre bon rythme de travail, parce que ça ne sera pas le même avec une prépa où il y a des cours, enfin ça dépend celle que vous choisissez, mais où il y a ces éléments-là, ça ne sera pas la même chose que préparer tout seul. Donc c'est important à prendre en compte. Hyper important, on n'oublie pas, s'il vous plaît, l'important c'est le jour J. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai trop d'étudiants qui sont déprimés pour les notes qu'ils ont en cours d'année, parce que quand vous commencez là, en ce moment, il y en a plein qui commencent en ce moment, je vous rassure tout de suite, hein, qu'on voit la montagne des trucs à faire, on se dit mais c'est pas possible, c'est pas pour moi, on est comme Chachou et Delphine en panique totale. Or, n'oubliez pas, il y a encore des mois de préparation et c'est tout à fait faisable. Moi, je vous ai dit l'année dernière, je ne sais plus la stat parce qu'on a fait une grande enquête auprès de 1000 candidats au CRPE, il y avait la moitié des lauréats, je crois, ou 40%, qui avaient commencé en novembre. Donc, c'est encore faisable. Et donc, on n'oublie pas, l'important, c'est le jour J. Donc, au début, on va galérer. Mais voilà, petit à petit, on va s'améliorer. L'important, c'est de viser le jour J. Donc, l'organisation de l'année, on l'a calqué sur notre préparation. Mais en gros, l'idée, c'est que là, en ce moment, il y a les inscriptions au CRPE. On commence oraux et écrit, très important. On fait ses premiers concours blancs, que ce soit en prépa ou pas, mais on s'entraîne, on se met dans le bain dès maintenant. N'attendez pas le mois de mars pour faire des annales si vous êtes tout seul. Et pour mes élèves, n'attendez pas le dernier moment pour faire vos concours blancs. C'est hyper important de commencer maintenant parce que c'est vraiment une étape de votre préparation que de faire des épreuves blanches et que de déterminer où vous en êtes dans votre niveau. Le dossier, je vous l'ai dit, je ne peux que vous le conseiller. Pour moi, il faut que tout le monde l'ait fini pour février, puisque après, en mars, on ne fait que les écrits, c'est évident, on ne pense qu'à ça, vous verrez très bien. Et après les écrits, il y a quand même le PS, la CSE à travailler et fignoler le dossier, préparer l'oral. Donc on rédige le dossier, on s'en débarrasse. Et donc chez nous, comment ça marche? Donc là, le CB1 pour les accélérés commenceront par le CB2. Donc nous, c'est vraiment, dès le début de la préparation, on veut qu'on se lance dedans. Et franchement, les élèves sont hyper contents parce que ça démystifie aussi l'épreuve. Le tutorat, je vous l'ai dit, on choisit, c'est novembre-décembre pour les accélérés. Ça se passera décembre-janvier pour vous donner un peu le temps de voir les idées claires. Et la première session d'oral blanc pour les prépas annuels, c'est en janvier-février. Pour les accélérés, vous avez 2 oraux blancs après les écrits. Et donc voilà, ça c'est comment nous, mes préconisations, on les a calquées pour faire notre préparation. Ça, c'est pour l'organisation de l'année. Et j'insiste, c'est important vraiment de réfléchir sur l'année, quand est-ce que vous allez faire votre dossier, quand est-ce que vous allez vous mettre en EPS CSE. Moi, je dis aux élèves, et c'est pour ça que je leur dis, il faut vraiment que vous commenciez à regarder le PS CSE dès avant Noël. Parce que si vous attendez après, ça va être trop tard, vous allez être déjà dans les écrits, dans d'autres choses. Commencez à regarder avant Noël, ça va vous permettre d'apprendre des choses, ça va vous aider pour le dossier, ça va vous aider pour la didactique. Donc c'est trop bête de s'en priver aussi. Ça, c'est pour l'année. On va parler maintenant de la semaine. Parce que, on l'a vu, vous avez tous des vies complexes, des enfants, du travail, autre chose, je ne sais pas. Et donc, c'est difficile de dégager du temps. Nous, en moyenne, je dis bien en moyenne, il y en a qui font moins, il y en a qui font plus. Nos élèves, ils consacrent 12 heures par semaine à la préparation. Ça inclut le visionnage de nos cours. Ça, c'était la moyenne constatée l'année dernière. En dessous de 5 heures, honnêtement, c'est très, très compliqué, je trouve, de réviser vu l'ampleur du programme. Donc voilà. Donc, l'idée, c'est que vous fassiez des plannings plutôt à la semaine. C'est le bon rythme d'un préparationnaire, c'est de travailler
à la semaine, puisque vos semaines évoluent, vous n'avez pas les mêmes semaines d'une semaine sur l'autre, même si là... donc voilà, donc c'est important de le voir et d'identifier vos contraintes récurrentes. Je sais pas, vous avez vos enfants une semaine sur deux, bah, vous n'allez pas avoir le même rythme du travail la semaine où vous les avez pas. Vos contraintes juste pour cette semaine. Vous avez prévu de faire... je sais pas, vous partez en week-end ce week-end, bon bah très bien, vous n'allez pas vous prévoir 8 heures de cours comme vous l'aviez fait les semaines précédentes. Donc c'est important d'identifier vos contraintes pour ensuite caler des plages de travail en fonction. Pas plus de 2 heures par séance parce qu'après on a la tête trop pleine. Alors vous pouvez faire des pauses, faire 2 heures, petite pause, 2 heures bien entendu. Mais hyper important de ne pas se mettre des tunnels, à part quand on fait un concours blanc de 4 heures, mais de 3 heures à travailler sur je vais faire que de la CSE là. C'est le meilleur moyen de se dégoûter et à la fin, il n'y a plus rien qui rentre. Alterner les matières. On ne fait pas que du français ou que des maths. Pareil, c'est le meilleur moyen de plus en pouvoir d'une matière ou d'un prof. Et puis d'alterner, ça améliore la mémorisation. Parce qu'à chaque fois, il faut faire un effort pour y revenir. Mais en fait, sur le long terme, c'est la récurrence et l'alternance qui vous permet vraiment de mieux apprendre. Et donc, on travaille surtout avec régularité. Hyper important. Je préfère que vous travailliez 30 minutes par soir plutôt que 8 heures tous les 10 jours. C'est hyper important. C'est comme ça qu'on réactive, qu'on s'améliore, en fait, on ne se rend pas compte, mais on apprend des trucs, on fait une pause, le lendemain, tiens, on a une nouvelle façon de voir les choses. Et c'est vraiment utile de faire ça. On respecte son sommeil. Vous êtes parti pour un marathon, pas un sprint. Et donc, il faut respecter son sommeil. Donc, s'il vous plaît, pas de nuit blanche impossible, pas tout de suite, du moins, je sais qu'il y en a qui en feront, mais on attend quand même beaucoup plus dans l'année, vraiment c'est ce que je conseille. Des distractions, hyper important aussi de couper, hyper important de voir sa famille, bon là pas trop en ce moment, mais de regarder un film, de lire un bouquin, de faire ce genre de choses, de s'aérer l'esprit. Encore une fois, ça vous permettra de mieux apprendre au final. Voilà pour l'organisation de l'année. Alors, j'ai parlé d'entraînement parce que pour moi, les élèves, s'il y en a qui m'ont déjà vu, ils le savent, c'est la clé. C'est vraiment ce qui est le plus important pour un candidat. Donc, comment on s'entraîne? On prend des sujets. Il y a les annales, toutes les annales du CRPE sont en ligne, donc allez les regarder. Chez nous, il y a des sujets originaux. Il faut vraiment que ça soit par contre type concours. Ça ne sert à rien de travailler sur des choses trop éloignées, il faut que ça cale aux exigences du concours. C'est ultra, ultra important parce que c'est pas du tout le même exercice. Et là, on parle d'entraînement type concours. Et pour les oraux, vous avez les sujets de Nice. On essaye de le faire en temps réel et en une seule fois. C'est pas pareil de faire 4 heures de français que de faire 2 heures puis 2 heures. Parfois, s'il n'y a pas le choix, vous ne pouvez pas. Bon, c'est comme ça, il faut faire avec vos contraintes personnelles, je vous l'ai dit. Mais dans le meilleur des cas, c'est mieux de faire en 4 heures. Comment? Donc ça, c'est la première étape, le faire. Ensuite, après, il y a la deuxième étape, c'est avoir du feedback. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de l'auto-évaluation en regardant les corrigés et un rapport de jury. Ce qui est important, c'est si vous pouvez avoir de retours de professionnels. Nous, c'est ce qu'on permet puisque les concours blancs sont vidéo corrigés par ou un professeur du secondaire ou un représentant du premier degré. Pour vous, voilà, c'est important d'avoir un retour extérieur. Et ensuite, la partie souvent oubliée qui, pour moi, est la plus importante, et c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre le dernier moment pour faire ça, parce que c'est ça l'important, c'est qu'une fois qu'on a eu la note, eh bien, on liste toutes les erreurs et on les travaille. Avoir une note pourrie, là maintenant, avoir un 3 sur 40 pour son premier concours blanc, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est 37 points listés pour lesquels vous allez remédier et d'erreurs que, a priori, vous n'allez pas refaire au CRPE. Donc, c'est ultra important de le faire assez tôt dans l'année pour avoir le temps de cette remédiation et de travailler cela. Voilà pour cela. Et donc nous, par exemple, voilà, c'est ce qu'on met, là on voit pas bien, mais dans nos concours blancs, on met question 1, la compétence travaillée, c'était l'accord du participe passé, donc où est-ce que vous allez chercher l'information? Il y a un poly, il y a un exercice, il y a une fiche sur ça. Voilà, comment on fait et comment il faut que vous fassiez. Pour répondre aux petites questions, donc Stéphanie me demande, bah non, je finis les entraînements, après je verrai. Donc pour l'oral, parce que ça c'est facile, les écrits, il y a des sujets et des corrigés. Donc pour l'oral, si vous travaillez seul, bah faut s'entraîner. Alors là, vous allez faire un truc horrible, c'est que vous allez vous filmer. Si vous êtes tout seul, bah vous allez vous regarder et du coup, ça vous permettra de détecter par exemple des tics de langage, des tics de mouvement. Moi, je sais que je bouge dans tous les sens. Si je passais le CRPE, je me regarderais, je me dirais, bon, Margot, t'apprends ta posture à être un peu plus carrée pour pas perturber le jury, par exemple. Vous pouvez déjà, dans un premier, si vous avez personne dans votre entourage qui a été jury du CRPE, la montrer à vos proches. Ça vous permettra d'avoir des retours sur l'expression orale et la gestuelle.
Chez nous, c'est vrai qu'il y a ce fait qu'on a, on a des oraux face à des examinateurs qui ont été jurys du concours ou qui ont été en INSPE à préparer des étudiants. Et ça, c'est hyper important. C'est des gens qui ont une expérience des attendus de l'épreuve. Voilà. Et donc ça, c'est important et de se regarder surtout. Ça, c'est pour un bon entraînement. Donc pour répondre, nos cours en live sont accessibles après en replay toute l'année jusqu'aux épreuves. Voilà. Voilà. Alors, Raïssa me demande, vous conseillez de faire des concours blancs écrits à quelle fréquence pendant l'année? Je vais te dire ce que moi je réponds, ce que nous, notre formation, j'ai essayé de la penser pour que ça soit vraiment, ça projette ce qu'on trouve le mieux. Et pour moi, il en faut en faire un assez vite pour faire une première fois l'épreuve, repérer un peu ses points faibles, et ensuite faire un rythme, aller un tous les mois minimum, en condition, mois et demi, quoi. Tous les mois et demi, c'est pas mal. Et prendre le temps de faire la remédiation. Mini point sur l'expérience valorisée, c'est un point qu'on peut se demander parce que vous avez du coup des stages qui peuvent être valorisés pour notamment votre préparation, mais que vous pouvez glisser dans les entretiens. Il faut savoir que le jury n'a pas le droit de vous poser, n'a pas d'informations sur votre parcours antérieur et même n'a pas le droit de vous demander ce que vous faisiez avant. Ils n'ont pas le droit. Mais c'est à vous de glisser si vous avez fait ces éléments. Des stages. Nous, chez nous, on permet, quand vous êtes inscrit chez nous, on vous permet d'avoir une convention de stage de 1 à 6 semaines pour faire des stages d'observation, bien entendu, dans les écoles. Si vous pouvez en faire, faites-le, c'est hyper pertinent. Ça vous permet pour tous ceux qui sont candidats libres de vous rendre compte un peu du métier. Si vous avez la chance de pouvoir être dans le niveau sur lequel vous faites votre dossier, c'est génial, ça vous permettra d'avoir plein d'éléments sur comment ça se passe sur le terrain. Le nombre de personnes que j'ai vues qui projetaient des séquences en maternelle, d'ailleurs nous on a un cours en maternelle tellement c'est spécifique, et qui arrivaient en stage se rendaient compte que c'est pas du tout comme on le projette, ça vous permet de vous rendre compte de choses. Et encore le mieux c'est de tester sa séquence, mais déjà rien que voir comment ça se passe dans son niveau, c'est pertinent. Donc des stages d'observation, et pour les Master MEP, vous avez des stages dans votre cursus. Si vous avez déjà eu une expérience professionnelle d'encadrement d'enfants, ça peut être aussi valorisé, ça peut vous donner des éléments. Alors attention, je devrais changer pour le syndrome du parent. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, et là j'ai plusieurs jurys de plein d'académies qui me l'ont dit, c'est parler de vos enfants. Alors ça, c'est rédhibitoire. Parce que ça montre, on n'oublie pas qu'on est... Là, en fait, c'est des entretiens d'embauche. Je vous parle de ça, il y a des critères, il y a des points. C'est un entretien d'embauche géant. Et quand on parle des enfants, de ses propres enfants, on peut très bien les élever, il n'y a aucun souci. Mais ça montre qu'on n'est pas dans une posture professionnelle. C'est pas pareil d'enseigner, d'être professeur des écoles, donc que ce soit son métier, à une trentaine de personnes, dans des cadres, avec des normes, un référentiel, des choses à faire, que d'élever ses enfants. Et donc, il faut surtout pas en parler. Ok? Petit conseil. S'entourer, ça s'entourer, bon, il y a des groupes sur Facebook, s'il vous plaît, ne restez pas seul, c'est tellement dur. Nous, c'est vraiment ce qu'on dit à nos étudiants toute l'année, mais voilà, il y a des groupes publics. Nous, il y a un groupe de nos étudiants, c'est les coquelicots, il faut que je change pour Camélia, où ils échangent toute la journée, ils s'aident sur des notions, il y a des profs aussi en plus qui répondent, mais voilà, il y a vraiment, il faut que vous vous fassiez porter, il faut que vous vous aidiez, en plus de répondre, de s'entraider sur des concepts, ça vous permet de travailler quand vous répondez à quelqu'un, de mieux intégrer, de mieux retranscrire ce que vous avez appris, c'est hyper bénéfique. Je vais parler de la préparation maintenant, je finirai par répondre aux dernières questions s'il y en a, mais parce qu'il y en a qui sont là pour ci. Donc pour vous présenter la préparation accélérée qui est notre dernière préparation, nous arrêterons les inscriptions a priori vers fin novembre. La date exacte n'est pas arrêtée, après on ne pourra plus s'inscrire au CRPE 2021 chez nous. Donc c'est une préparation dans toutes les matières, on a des cours complets vraiment partout. Là en ce moment il n'y a pas de live, les lives commenceront le 1er décembre parce qu'il y a un rattrapage progressif pour que vous repreniez tranquillement sur les priorités qui sont quand même le bloc français maths, on en a parlé, et le dossier pour pouvoir commencer dès le 7 décembre le tutorat. Mais là, en attendant, on reprend tranquillement. Les concours blancs, 4 par matière, c'est 3 par matière sur la préparation accélérée, je me suis trompée, et une simulation en EPS-CSE. Il y en a moins, en fait, tout simplement parce que vous arrivez, le concours blanc 1 a déjà été passé, et donc le prochain sera mis en ligne le 27 novembre, et le PS-CSE, il faut quand même un temps de révision avant de vous lancer dans l'oral blanc, donc ça sera après les écrits.
Il y a des cours sur les programmes, des cours sur la maternelle. Je vous ai parlé de la revue de presse bimensuelle. Et il y a un live avec moi-même ou mon collègue Anthony tous les vendredis pour faire un point sur votre priorité, sur vos priorités du moment et les questions que vous vous posez sur l'organisation, la préparation. À côté de ça, il y a de la méthode du travail. On a même des cours avec un coach, Mathieu Hélin, de gestion du stress, des émotions pour ceux qui en ressentiraient le besoin parce que c'est une année hyper stressante où il y a des gros problèmes de confiance en soi, on le sait. Donc ça, c'est notre préparation. La préparation, elle est au tarif de 1 800 €, payable jusqu'en 6 fois. Ça fait 300, ça fait une mensualisation donc à 300 € par mois. Vous avez la possibilité de mobiliser votre CPF ou de vous faire financer par Pôle emploi. Le prix est alors majoré à 1 980 puisque ça inclut un suivi particulier et un dispositif si vous mobilisez le CPF de certification. Mais si vous voulez plus d'informations, je ne vais pas embêter tout le monde là-dessus. Je vous invite à prendre un rendez-vous avec quelqu'un. Je répondrai aux questions qui n'ont pas eu de réponse, hein, Alvin, donc je vous invite à reposer votre question après. Donc on est éligible à ça. Si ce tarif ou le financement n'est pas possible, sachez que nous avons un programme en interne qui s'appelle Égalité des chances, où sur dossier, donc il y a un dossier de 4 pages à remplir et un avis d'imposition à fournir, et où nous vous accordons ou non, en fonction de votre situation, des réductions sur la préparation. Donc ça, c'est quelque chose tout à fait qui est possible et envisageable de faire. Mélina vous a déjà donné, vous pouvez prendre des rendez-vous, nous contacter par mail ou par téléphone si vous avez des questions. Voilà, et suivez-nous sur les réseaux sociaux, on organise régulièrement des lives. Là, les prochains, je fais un live dans 1 mois et demi sur 5 mois pour réussir. Et surtout, on va rentrer dans une phase où on va faire plus de lives pédagogiques. On va inviter des auteurs pour parler de gros sujets qui peuvent intéresser les candidats au CRPE. Alors, nous ne proposons pas d'autres formules, nous proposons, c'est important, tu as raison Angélique, je vais y revenir, pourquoi on prépare que une préparation complète, parce que a priori, si vous êtes là encore cette année, c'est que vous avez quand même besoin, là surtout pour l'année dernière, c'est que vous n'avez pas réussi les écrits l'année dernière et que nous on a vraiment envie d'avoir un accompagnement dans sa globalité. Et donc on est convaincu que pour tout le monde, à part si vous avez 40 sur 40 effectivement dans les deux matières, mais il y a des points à prendre sur les mathématiques et le français, il y a encore des éléments à travailler et vraiment on tient à avoir aussi un effet de corps d'une promo et donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu diviser en plein de petites offres avec des gens qui ne seraient pas au même rythme, qui n'auraient pas les mêmes informations. Donc c'est pour ça qu'on ne fait qu'une préparation complète pour ça et parce que on l'a pensé vraiment dans sa globalité, qu'on n'avait pas envie de la découper en plein de petits bouts. Donc voilà pour ça. Alors, on y va pour les questions que j'ai pas fait. Alors, Alvin Maïl, un enfant, 5 ans de suppléance, concours interne ou privé. Alors déjà, c'est pas la même chose. En fait, public-privé, c'est si tu veux passer dans l'enseignement public ou l'enseignement privé sous contrat. Donc ça, c'est un choix, tu pourras y revenir, j'en parle au début. Si tu as 5 ans de suppléance et que tu étais sous contrat de droit public, tu peux passer peut-être le concours interne, mais attention, il faut que tu aies un niveau licence. Deyali, est-ce que tu penses que c'est pertinent de parler de mes années en tant qu'AESH? Tu pourras effectivement les évoquer puisque tu as une activité professionnelle avec des enfants. Mais encore une fois, c'est si ça rentre dans l'entretien. Alors, comment on fait pour obtenir des conventions de stage en dehors de chez nous? Si vous n'êtes pas à la fac et que vous n'êtes pas inscrit dans un organisme de formation, Pôle emploi peut vous fournir des conventions. C'est déjà arrivé pour certains de nos étudiants. Et parfois, c'est arrivé aussi que des académies fournissent eux-mêmes les conventions. Donc, il faut vous renseigner auprès d'écoles que vous avez repérées. Donc, qui est là. Alors, Georges, j'ai un bac+5, je travaille 2 ans en tant que contractuel dans le privé, 2 ans en public, quel concours? Eh bien là, de toute façon, c'est très simple pour toi. Tu passes le concours externe puisque tu n'es éligible qu'à celui-ci par ton bac+5. Alors, Alvin Maïli, tu hésites à t'inscrire qu'en maths, j'ai l'impression que c'est le mieux en présentiel, panique. Alors, moi, je serais assez sceptique sur des formations les formations en présentiel, on voit que c'est un peu compliqué en ce moment. En tout cas, moi, ce que je peux te dire, et s'il faudrait que des autres élèves, je ne sais pas s'il y en a qui peuvent te répondre, ils sont peut-être déjà partis, mais on a un super prof de maths qui s'appelle Louis Well, et je vois à chaque fois plein de déblocages qu'il y a. Même en live, nous, vraiment, on reproduit. Louis, il a son studio, son tableau, vous faites des exercices. Ça peut t'aider aussi, voilà. Mais je te conseille, tu peux regarder, je pense qu'il y a en ligne une remise à niveau qu'il a faite, la remise à niveau 1. Elle doit être en ligne gratuitement sur le site, ça te permettra de voir un peu ce qu'il fait. Alors, ça c'est bon.
Donc ça, j'ai répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai peut-être oubliées au cours, hein, n'hésitez pas à me les reposer, comme il y a beaucoup. Voilà, j'ai l'impression que j'ai répondu à tout. 20h33, j'ai fait 1h30 pile poil. Ah, Samantha me dit comment on fait pour travailler le PS si on n'a pas nos absas. Alors déjà, tu peux regarder les absas de l'année dernière. Souvent, ça ne change pas du tout au tout. Voilà, si tu reprends cette activité athlétique, tu peux quand même repartir là-dessus. Et encore une fois, le PS, c'est pas que les absas. Les absas, c'est une petite partie. Il y a des connaissances, mais c'est une méthodologie, une façon de rédiger, de comprendre les séquences. Il y a des connaissances réglementaires. Donc, il y a tout un volet quand même à savoir. Myriam, j'ai niveau maîtrise, donc bac plus 4, maman de 3 enfants. Qu'est-ce que tu dois choisir? Concours externe pour toi, Myriam, sans hésiter. Je suis bac plus 6, j'ai été contractuelle 5 ans, j'ai testé 3 fois. Bon, ça c'est toi. Je termine mon M2 mathématiques le 21 septembre. Pourrais-je quand même faire l'année de stage l'année prochaine? Alors, tu seras obligé, alors Lisa, ça tu verras, mais ça ne rentre pas de finir des études dans le cadre d'un report de stage, donc tu devras être obligé de faire ton année de stage. Et de toute façon, c'est pas un niveau M2 qui est demandé, c'est un niveau M1. Alors, Soso, ça c'est le moment de toutes les questions sur l'éligibilité, mais je suis là pour ça. Bac plus 2, 10 ans dans la fonction publique, peut-on passer le CRPE? Malheureusement, et il faut 3 ans, bac plus 3, pardon. Et oui, bac plus 3 et 3 ans dans la fonction publique. Désolée, Soso, a priori, tu ne peux pas, à part si tu as 5 ans d'expérience dans le secteur privé. Alors, Deyali me dit, je passe au cours du collège pour 3e pour maths français, top, mais également les cours d'EPS, penses-tu que ce soit suffisant pour des révisions? Le truc, c'est que dans les cours d'EPS, il faudrait que tu puisses poser des questions au prof sur comment il a fait ses séquences et ses séances, et attention, n'oublie pas que là, tu es dans le second degré et tu passes un concours du premier degré, donc il va falloir que tu adaptes. Alors, Maïli, suis-je éligible? Alors, tu m'as dit que tu étais quoi? Bac plus 6, contractuel 5 ans, donc tu peux passer le 3e concours et le concours externe. Mère de 3 enfants, j'ai 3 ans dans la fonction publique, je peux passer le concours interne. Concours interne, c'est niveau licence. Donc si tu l'as, Saïd, Yaya, oui, sinon c'est concours externe. Voilà, voilà. J'ai répondu, je crois, à toutes les questions. J'étais ravie de ce début de soirée avec vous. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vous souhaite toute la réussite dans ce concours. C'est une aventure fabuleuse que vous commencez. Ça va être long, ça va être difficile, mais c'est possible. J'ai vu tellement de gens le réussir. Il faut pas que vous... Voilà, aujourd'hui, il faut que vraiment vous vous posiez la question de ce que vous souhaitez. Et si c'est votre vocation, c'est ce que vous voulez faire, alors dans ce cas, quand on est bien préparé, c'est possible vraiment. Ne l'oubliez pas. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne réussite dans votre concours, bonne chance pour tout cela et bonne soirée à tout le monde. Au revoir et à très bientôt.